Faire une comédie sur le machisme des flics dans les années 80, bon, je trouve qu'en 2026, une fois qu'on a dit ça... Laurent, entre Jimmy Neutron et Scène de ménage, où est-ce que tu situes Police Flash 80 ? On me l'a un peu vendu comme une espèce de Kill Bill nouvelle génération où je me suis dit faire un peu attention. En fait, c'est presque plus un film sur la tuberculose que sur la et la violence. Clairement, on a donné trop d'argent à Giannoli parce qu'on n'ose plus lui dire non. Est-ce que tu prends le risque de manger une pomme pourrie ? Si tu sais que t'as genre 2 pommes pourries sans pommes, bah non, tu jettes le panier de pommes et tu recommences. De maths, là. Tell me why I'm nothing but a heartache. Tell me why. Ça suffit. Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'intéresse à ce que l'humanité fait de plus admirable, les collabos, les flics et les adorateurs de Satan. Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli projettent Jean Dujardin dans l'engrenage de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. 40 ans plus tard, François Damiens, c'est l'anti-héros, flic à l'ancienne et grand fan de Michel Sardou, de Police Flash 80 réalisé par Jean-Baptiste Sorel. Et encore 40 ans plus tard, Zazie Beetz incarne une femme de ménage qui tombe dans le piège mortel d'une secte démoniaque. C'est le pitch de la comédie horrifique They Will Kill You, signé Kirill Sokolov. En focus du jour, on se demandera pourquoi il y a autant de flics sur nos écrans. L'occasion pour nous de questionner leur représentation. Et en fin d'émission, carte blanche à moi-même, l'anti-héroïne de La Perche. Après le revisionnage de la trilogie Le Labyrinthe, ne me demandez pas pourquoi, je m'interrogerai sur la disparition des franchises dystopiques young adult. Silence, moteur, La Perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à tout le monde, j'ai failli m'étouffer, je sais pas si c'est entendu, j'ai eu voilà, bon bah si ça s'est pas entendu, j'aurais pas dû le préciser. Bonjour à Laurent qui réalise techniquement l'émission. Bonjour. Salut Manon, salut Félix, Salut. Charlie et Rita. Et Hello. Hello. Et on commence tout de suite avec le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, me plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Mon micro est toujours ouvert, on m'entend me racler ma gorge, c'est ce qui a failli se passer pendant l'intro. Félix, est-ce qu'on a reçu du courrier cette semaine ? Oui, un petit peu. On a l'éternelle Claudine qui nous fait son petit retour. Hello, projet derrière chance. Je vous trouve très dithyrambique sur ce film. Bon, esthétiquement et humainement, un film plutôt réussi, mais c'est un peu trop long et pourtant beaucoup de raccourcis sur leur façon de communiquer et finalement un buddy movie plein de clichés entre E.T. et Ryan Gosling, entre parenthèses le savant égoïste qui s'humanise. Un peu trop d'humour et de gags auxquels on a du mal à adhérer. Je me demande si le roman de SF avait ce ton humoristique. En fait, c'est plutôt un film pour enfants. Et oui. Et alors le bouquin, on l'a pas précisé. Il faut savoir être heureux dans la vie. Il faut savoir apprécier la joie quand on la voit. Et voilà, c'est important. Non mais un élément qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait, c'est adapté du roman de l'auteur qui avait fait Seul sur Mars et qui avait déjà quand même un ton assez comédie. Ouais. Et quelqu'un avec qui j'ai bu un verre hier me disait que le seul élément qui manquait dans l'adaptation, c'était la lâcheté du personnage à un moment donné, mais que sinon ça a l'air d'être quand même. Il est lâche quand même à certains moments. Il le trouve visiblement pas tout à fait suffisamment. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, c'était un film pour enfants qui, je trouve, les prend pas pour des cons et a des valeurs et en même temps une manière d'écrire et de réaliser qui est, je trouve, intéressante, quoi. Et là-dessus, je tenais à dire que j'y serais pas allée moi-même en tant que spectatrice si je vous avais pas entendu la semaine dernière, parce que vu l'affiche et vu comment est-ce que Ryan Gosling se Ryan Reynolds, j'avais très peur que ça soit blablabla. Ouais. Et en fait, c'est super. Ouais, donc, je vous recommande d'y aller, même si vous aimez pas les films. Moi, je déteste les films qui se passent dans l'espace. Je m'ennuie. Et là, c'est un film profondément humain et ça se sent à tous les niveaux. Ouais. Après, on n'a pas crié au chef-d'œuvre non plus. Non, mais c'est un super film. C'est un super blockbuster pour enfants. Le message n'est pas fini. Étonné de ne pas vous entendre sur les rayons et les ombres. Excellente fresque sur la collaboration par le prisme de l'autobiographie de l'actrice Corinne Lucher. Ça m'a fait penser comme style au damné de Visconti. Nastasia Columbia, entre parenthèses la fille d'Elos Carax, est fabuleuse. À plus. Je crois qu'on n'est pas très d'accord, mais on va en discuter ce soir. Et alors la comparaison avec les damnés, ok. Alors ensuite, il y a ça un peu quand même. On a un commentaire passif-agressif, mais surtout agressif. En fait, du coup, voilà, en fait, j'aime bien votre émission, en fait, mais si vous pouviez éviter l'éthique de langage, en fait, ce serait pas mal, du coup, en fait. Oui, bon, après, c'est l'exercice direct. Ouais. La réponse est non. Puis surtout en fait, on en est encore à ce genre de discussion. Le nombre de linguistes qui ont fait des études sur le fait, justement, que quand on discute et qu'on utilise des filler words, comme on les appelle, des mots parasitaires, c'est une manière de construire le langage aussi. Et honnêtement, si t'as la flemme, dégage. Enfin, avec amour. Il aime l'émission, donc en fait, il peut rester. Mais oui, mais ça fait avancer quoi les trucs comme, enfin les messages comme ça. Ça fait avancer notre référencement. Les gens répondent. Après, je comprends que ce soit
énervant à l'oreille, mais voilà, effectivement. Non, mais ça peut trigger des gens. Désolé. Direct. C'est la vie. Ça prouve qu'on triche pas et qu'on a vraiment des. Bon, bref. Si quelqu'un veut venir nous faire du montage hyper cut TikTok, Oui, il y a ça aussi. où Effectivement. vraiment il y a pas de, il y a rien, il y a juste les mots directement et en On n'entend x2, même pas nos faisons ça. respirations. Mais et je tout, sais pas c'est si les gens se rendent compte. En fait, on enregistre l'émission comme dans les conditions du direct, entièrement d'affilée. Donc, Je pense Oui, qu'ils donc, s'en rendent au compte. bout d'une Elisabeth. heure et demie, probablement. en fait, quoi. Et dernière remarque sur ma carte blanche, donc c'est un peu égocentré. Dans les années 60-70 en Espagne, ils ont caricaturé, c'est-à-dire qu'ils copiaient des films sérieux avec beaucoup d'humour. La plupart des films connus, surtout ceux qui étaient effrayants, c'était bien fait avec des bons acteurs espagnols. Ces films étaient à l'affiche des cinémas de quartier. Quand par la suite je découvre le film original, j'étais très souvent déçu ou écroulé de rire car je ne pouvais m'empêcher de penser à la version comique. Ce piratage existe depuis longtemps, mais maintenant je connais le nom, Mockbuster. Merci. Voilà. Et De ben, rien. merci. Et puis on a eu aussi des retours sur la carte blanche de Charlie. Oui, alors Charlie est parmi nous ce soir, donc on va en parler. Sur TikTok, on a été non pas pris d'assaut parce que je trouve que c'était fait avec plein d'amour, ou en tout cas je l'espère, par une flopée de commentaires du drapeau congolais. Charlie, tu n'as aucun lien au Congo. Alors, je ne suis pas du tout congolais, Qu'est-ce qui se passe? mais il s'avère que ma façon de m'habiller peut effectivement la évoquer sapologie. la sapologie, effectivement, puisque j'ai un style vestimentaire qui peut être considéré par certains comme exubérant. Et pour moi, une des qualités des sapeurs congolais et même de la façon dont ils voient les vêtements en général. Donc peut-être que mon outrecuidance vestimentaire... Ils t'ont claim, ils t'ont Ouais, approprié exactement. Charlie. Exactement. Donc c'est pas du tout ce que Ils tu ont pas- dis dans ouais, la ils ont carte pas blanche. écouté ce que C'est vraiment Ah comment ouais, t'es honnêtement, le seul lien que je vois, c'est soit quelqu'un qui m'a confondu avec quelqu'un qui est congolais, et à ce Ouais, mais moment-là, là, c'est tous les commentaires. Ouais, mais tous les commentaires sont de la même personne, j'ai l'impression. Non, Ah ouais non. Ah ouais Ah mais non, justement, c'est ça Voilà, qui est il aurait brillé le gars. Ah Il y a ouais. plusieurs commentaires de gens différents qui commentent tous soit Congo, soit le drapeau du Congo. Donc je sais pas ce qui s'est Je passé. pense que c'est le chapeau chat et le piercing nasal serre qui me valent C'est en vrai, cette ou appellation. Ou alors vraiment, il faudrait qu'on analyse. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse écouter ça à une personne congolaise. Ça se trouve, t'as dit un mot qui a trigger quelque chose, je sais pas. Ou Mais... alors Mars Express est hyper connu au Congo et on ne le sait pas. Franchement, j'espère. Super film. Figurez-vous que moi, j'ai un costume de sapeur que je me suis allé me faire chez le Bachelor à Château-Rouge. J'adore. Il y a une dizaine d'années maintenant. Et voilà. Mais C'est tout. Laurent a C'est aussi sympa. une djellaba que je lui ai offert. Une Ouais, c'est gandoura. une gandoura, s'il te plaît. On te sans reprend, vouloir- Rita. Sans vouloir te mansplainer, voir. Est-ce qu'on pourrait être dans le colonial splain, voilà, ou le white splain, un truc vraiment gênant. C'était vraiment par abus de langage pour que les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas toutes et tous. Ils peuvent googler gandoura aussi. On est technique en fait. Jusqu'au bout. En tout cas, merci aux Congolais, aux Congolaises, on vous aime. Tout Et comme les cette Brésiliens, c'est des gens, émission, c'est très bien s'ils nous apprécient. Ah oui, le fameux conglomérat. Non, c'est pas conglomérat le terme qu'on avait dit. Les Brésiliens qui votent en masse aux Oscars. Ah, je croyais que tu faisais un jeu de mots sur Ouais, entre Congo. Congo. Et t'étais à deux doigts d'être cancel. Hein. C'était chaud, quoi. Cela étant, ça serait un super nom, genre de fandom. Le Congo-Méra. Le Congo-Méra. Cette émission vient de commencer, s'il vous Cette plaît. émission commence très très On va bien. parler tout de suite du box-office de la semaine, si vous voulez bien. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre quoi? Laurent, j'imagine que ce n'est ni le Brésil ni le Congo au sommet de ce box-office. Eh bien non, je suis désolé, chère Claudine. Le premier du top, c'est Projet Dernière Chance, qui fait une entrée fracassante avec 413 000 entrées quand même, ce qui est assez solide. Belle moyenne par copie, belle réussite. Honnêtement, ça me surprend pas. Le film est bon. On va voir ce que va donner le bouche à oreille dans les semaines suivantes. Il est suivi par Les Rayons et les Ombres, dont on va vous parler aujourd'hui, qui est un film qui a fait beaucoup parler et qui est en tout cas très apprécié par la critique, qui fait 303 000 entrées, ce qui est quand même une belle réussite, même pour un film à 31 millions d'euros. Et à 3h20. Et il y a 3h15, donc c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas tant de séances que ça, donc c'est aussi un souci. Mais en tout cas, beau démarrage quand même. En troisième place et en quatrième place, on retrouve respectivement toujours Jumpers et Marsupilami, qui font du coup respectivement 270 et 213 000 entrées chacun, pour un cumul à presque 1 million pour Jumpers et 5 671 000 pour Marsupilami. Écoutez, tant mieux. Je ne sais pas, tant mieux, ça marche très bien. Un autre film dont on vous parle aujourd'hui, qui est en cinquième, qui fait un assez beau démarrage, je pense, pour un film de ce type-là, qui fait 139 000 entrées, c'est Police Flash 80, pour un budget à 9,7 millions d'après ce que j'ai, donc ce qui est à la fois un assez gros budget, mais plutôt, je pense, un beau démarrage pour une comédie française qui est d'un budget, on va dire, un peu légèrement inférieur. Ouais, c'est pas non plus le budget des Danny Boone, quoi.
Voilà, légèrement inférieur à ce que ce genre de film prétend en général. Donc voilà, on vous en parle tout à l'heure pour voir si on espère que ça s'effondre ou qu'on espère que ça continue. Et j'ai aussi envie de vous parler de la chute infernale des Cadors qui fait que 80 000 entrées sur sa deuxième semaine avec une baisse de 40% pour un cumul à 234 000 entrées, ce qui est quand même un échec à mon avis assez lourd pour un budget qui a un peu moins que Police Flash 80, mais qui est à mon avis très inférieur à ce qu'ils attendaient. Ça me fait penser là ce que tu viens de dire quand on officiait sur d'autres ondes. Ce podcast, Laurent avait présenté le 14h de Paris et il présentait souvent le film qui avait fait le moins d'entrées. Oui, je faisais toujours le perdant de la semaine. Et ça me manque en fait. Je réalise maintenant là que tu dis j'ai envie de vous parler d'eux. Ça m'a rappelé le perdant de la semaine. Petite Madeleine de Proust. J'essaye, mais sur les box-office, c'est plus difficile d'en trouver. On va trouver un moyen de te faire. Le perdant de la semaine, il y avait des films à zéro. Par exemple, entre guillemets, le perdant de la semaine, ça aurait pas été vraiment un perdant, mais c'est Rumalaga qui se maintient plutôt bien, par exemple, qui fait encore 40 000 entrées cette semaine. Ouais, parce qu'en fait, 200 000. On a que le top 10 pour les box-office et on n'a pas du coup les films qui sont vraiment tout en dessous du top 10 carrément. Oui, voilà, des films vraiment obscurs qui sortent dans 2 salles, malheureusement, on les a pas parce que on paye pas d'abonnement CBO, ou je ne sais plus quel est le truc, je ne connais non plus. C'est tout pour moi. Hein. Et très bien, et je me tourne vers Rita pour la petite nouvelle de la semaine. Alors cette semaine, en fait même aujourd'hui, dans Libération, il y a le journaliste Arthur Serre qui a fait une enquête sur Génario, qui est une application française qui permet de générer des scénarios et pour expliquer en fait qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, non pas pour vraiment générer des scénarios, mais plutôt comme un outil pour brainstormer. Et au-delà du côté un peu panique morale qui s'installe là-dessus, je trouve que l'article est vraiment très intéressant et intelligent sur la manière dont il en parle et surtout il fait un portrait de son créateur qui s'appelle David Defendi. Qui défend, c'est vraiment comme ça que c'est présenté, son projet, et je sais pas comment vous décrire cet homme autrement que il faut lire l'article vraiment, et si vous voulez on vous envoie un PDF parce que il a dit par exemple, moi je suis pas là pour résoudre des problèmes, je suis là pour faire des œuvres d'art. Si le cinéma est en train de déconner, c'est pas à cause de l'IA, c'est parce qu'ils font des contenus chiants. Et ensuite il a dit aux journalistes, critique-moi bien, vaut mieux que tu les mettes dans ta poche si tu veux continuer d'aller au cinéma et au festival. Mais ce à quoi le journaliste dit, c'est prêter beaucoup de pouvoir de nuisance au scénariste, le journaliste je veux dire, et il y a plein de journaliste tu veux dire. Oui, le journaliste dit ça sur les scénaristes. Je vous invite à lire l'article en entier parce qu'il y a plein de citations. Il compare notamment l'IA au fait d'aller au Louvre parce qu'au Louvre on est aussi complice de vol. Ah oui, voilà, donc je vous laisse lire, c'est assez gratiné, il est un peu fou furieux, mais il y a aussi des éléments d'analyse assez intéressants sur la manière dont l'IA générative peut s'insérer dans l'écriture de scénarios en France, qui est quelque chose qui est extrêmement tabou à discuter et qui peut ça te fait rire qui est extrêmement tabou en France pour plein de raisons et là ils essaient de démystifier ça pour en parler posément et intelligemment. Non mais en fait il y a quelqu'un qui fait un dossier actuellement de recherche sur cette question-là et j'ai été interrogée dans le cadre de ce dossier de recherche il y a à peu près 1 an sur si j'utilisais ou pas l'IA dans les scénarios, voilà. Je pense que ça va atterrir sur une étagère, mais c'était très intéressant. Et on commence tout de suite avec le premier débat de la semaine. Comme nous l'annonçait Laurent, c'est les rayons et les ombres de Xavier Giannoli. Plus jamais ça, car la guerre ne résout rien. À la table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples. Je voudrais raconter comment on en est arrivé là. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l'engrenage de la collaboration. Et Laurent, j'ai une bonne nouvelle, ce n'est pas le premier film de Xavier Giannoli que tu vois, puisque tu avais déjà vu Les Illusions perdues. Et même son film précédent d'ailleurs. Donc tu y retournes. Et donc j'y retourne, j'y suis retourné. Et j'avais pas mal d'attentes quand même, parce que je m'attendais à un truc assez intéressant, parce qu'en effet, les 2 précédents de Giannoli que j'avais vus, qui étaient L'Apparition et Les Illusions perdues, je les avais beaucoup appréciés, donc je m'attendais à un truc au moins assez solide sur un sujet que je trouve assez passionnant, justement sur ces figures de la collaboration et leur ambiguïté, parce que c'est ma déviance et ça me regarde, mais je viens de regarder 8 saisons d'un village français. 7 saisons d'un village français en plus. Enfin, j'ai tout vu aussi, mais je veux dire toi récemment. Mais je veux dire, je trouve que le projet est intéressant. Je pense que c'était potentiellement le bon réalisateur en principe
pour faire ce film. Malheureusement, je trouve que c'est globalement raté, voire très raté, et que même si je sauve quand même pas mal de choses, et notamment dans la manière dont il présente la mécanique d'effondrement moral en fait de ces personnages et de leur acceptation de la collaboration, et comment en fait ces gens qui sont, enfin en tout cas Jean Lucher, sa fille c'est un petit peu plus discutable parce que sa fille est vraiment présentée un peu comme une meuf un peu coconne qui s'en fout et qui profite un peu du truc, et je trouve ça un petit peu discutable parce qu'à mon avis c'était pas si con que ça non plus, mais Jean Lucher lui c'est un personnage de centre, c'est un type de centre gauche, c'est un journaliste de centre gauche qui a travaillé au rapprochement franco-allemand dans l'entre-deux-guerres, et donc à être parce qu'il était extrêmement pacifiste comme beaucoup de monde en fait, notamment en France à l'époque, et il représentait vraiment ce courant-là du pacifisme, et donc l'objectif pour promouvoir ce pacifisme, il était pour un dialogue avec l'Allemagne, même quand l'Allemagne a basculé dans le nazisme, et qu'au fur et à mesure, il finit par rentrer dans un engrenage où il va devenir un collaborateur, et même un collaborateur très très proche du commandement allemand, au point de partir en Allemagne au moment de la libération. Ce qui veut dire qu'il faisait partie quand même des quelques centaines de personnes les plus collaborateurs les plus importants. Et je trouve que tout cet engrenage-là est plutôt malin, en tout cas, et intéressant à mettre en scène. C'est plutôt pas mal fait dans l'absolu. Je trouve qu'après, il y a tout un problème de forme, en fait, dans la manière dont le film est construit, qui est complètement absurde. C'est-à-dire que déjà, ça dure 3h15, ce qui est quand même incroyablement long, et que c'est fait par le biais de Corinne Lucher, qui est la fille, du coup, de Jean Lucher, qui va raconter sa vie à elle pendant la guerre, enfin, avant la guerre, pendant la guerre, mais juste après, on va la voir vivre sa vie, et on la voit raconter sa vie à elle, plus celle de son père, pour donner une espèce de je sais pas, je pense, de couche de complexité à ce récit qui clairement n'en avait pas besoin, et je pense d'essayer de construire une distance et de montrer le destin futur de cette jeune femme qui a eu une vie quand même pas très fun, comme on peut le voir dans le film. Et je pense que c'est de là que découlent tous les autres problèmes. C'est-à-dire que comme c'est elle qui raconte, on va beaucoup se concentrer sur certains éléments de sa vie à elle, et notamment le fait qu'elle ait la tuberculose. On passe des plombs dans un sanatorium, des histoires du fait qu'elle ait la tuberculose, alors honnêtement on s'en fout. D'ailleurs son père aussi, lui aussi, il a la tuberculose. Il y a tout un élément en fait. C'est une métaphore. C'est évidemment une métaphore d'une lourdeur horrible. Et problématique. C'est même pas que ça, ouais. Pour moi, c'est vraiment genre, ils ont la tuberculose, et tu vois, ça les ronge de l'intérieur parce que c'est la flétrissure morale qui les bouffe, etc. Et franchement. Mais il utilise la tuberculose aussi pour contrebalancer un peu la collaboration en fait, il va bientôt mourir, donc il profite de sa vie. Ouais, mais je trouve qu'il y a cette dynamique-là. Je trouve que c'est probablement un élément de psychologie du personnage que je trouve assez intéressant. C'est-à-dire que le mec, en fait, on a plus rien à foutre parce qu'il pense qu'il va crever. Résultat, bon, c'est pas si simple. Mais je veux dire, il y a un peu cet élément-là, et à mon avis, il est pas stupide. Mais je trouve que le film ne dédouane pas ce personnage de Jean Lucher. Au contraire, je trouve qu'il le montre vraiment comme un personnage genre un peu méprisable, un semi-escroc bidon qui va finir par se faire avoir par l'argent et par la facilité finalement de collaborer, et par le fait que Otto Abetz, qui est un peu le troisième personnage du film, qui est joué par August Diehl, qui était l'ambassadeur d'Allemagne en France pendant l'occupation, est un de ses meilleurs amis parce qu'ils ont milité ensemble pour le rapprochement franco-allemand. Donc en fait, il y a beaucoup de bons éléments sur le papier, et je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes, mais dans la transcription, ça donne un film qui est beaucoup trop long, complètement boursouflé, qui arrive pas en fait à choisir ce qu'il a envie de raconter et comment. Et donc du coup, parce que le fait d'avoir à la fois ces espèces de deux héros qui parlent en parallèle, mais qui n'ont en fait pas tellement de lien tant que ça, en dehors du fait que c'est sa fille, qui ont vraiment deux histoires. Qui ont vraiment deux histoires assez parallèles et assez curieuses. Il y a pas tant d'intérêt de faire ce film de 3h15. Je pense que ça aurait été une bien meilleure série. Et je pense qu'il y a un problème dans la manière dont le truc a été pensé, parce que ça aurait été une bonne série plutôt que un film qui est vraiment beaucoup trop long. Clairement, où on a donné trop d'argent à Giannoli parce qu'on n'ose plus lui dire non, parce que il a fait Les Idiots ont perdu, et que ça a cartonné, qu'il a eu des prix, etc. Alors que honnêtement, il aurait peut-être fallu le calmer un tout petit peu le coco et lui expliquer que c'est pas comme ça qu'on fait des films. Parce que c'est clairement, il y a clairement un manque de... Je suis d'accord avec lui. Attention, il va dire le travail n'est pas fait. Il y a un manque de maîtrise totale, en fait.
Il y a un manque de maîtrise totale dans ce film que je trouve très très curieux de la part d'un type qui pour moi fait plutôt des bons films. Donc j'étais très surpris et très désagréablement surpris par les rayons et les ombres. Quoi. Rita, je crois que toi aussi t'as été très désagréablement surprise puisque toi aussi t'avais aimé les Illusions perdues, son précédent film. Les Illusions sont perdues, ouais. En fait, j'avais adoré Les Illusions perdues, qui était une vraie bouffée d'espoir du cinéma, parce qu'en plus c'était pendant le Covid, il y avait un truc où on s'est un peu tous agglutinés dessus, et j'aimerais beaucoup le revoir aujourd'hui, mais je pense que c'est un film qui tient le test du temps. Enfin, c'était vraiment réussi. Après, c'est un bon livre à la base, hein. Oui, mais pour moi c'est d'autant plus difficile d'adapter un bon livre. Enfin, là, je saurais pas comment le décrire autrement, que j'ai l'impression qu'il a voulu faire deux projets à la fois. Et il y a de ça dans ce que tu dis, Laurent, sur le fait qu'il n'arrive pas à choisir sa focale, et que par ailleurs, le personnage le plus intéressant de son film, c'est pour moi celui d'Auguste Dil, qui est un nazi francophile. C'est génial. C'est un personnage. Qui est un nazi francophile, qui est un personnage qui se fait lui-même un peu manipuler en fait par le Troisième Reich. Il se fait à la fois manipuler et il manipule. Enfin, c'est vraiment le personnage le plus intéressant. Donc il a voulu faire un film sur la collaboration, sur comment est-ce que c'est pas aussi facile et aussi peu nuancé que de la manière dont on en parle aujourd'hui. Il a voulu faire un film sur pour montrer qu'on peut y tomber dedans beaucoup plus simplement que ce à quoi on s'attendrait. Ça, sur le papier, j'adore. Il a aussi, en parallèle, voulu faire un film sur deux personnages qui le fascinent, qui sont très intéressants, qui sont des personnages pathétiques, mais les deux ensemble font une espèce de confusion sur son sujet, et ce film est indissociable de son propos politique, parce que c'est un film sur comment est-ce qu'on passe du centre-gauche à l'extrême droite. Et d'ailleurs, tu as eu raison de le dire centre-gauche, parce que dans toute la presse, on parle de ce personnage de Jean Luchère comme d'un homme de gauche. En fait, c'est pas un homme qui fait la lutte des classes, c'est un homme qui est libéral. C'est compliqué, parce que c'est très compliqué d'appliquer des mots d'aujourd'hui à l'époque, mais en tout cas, dans l'époque d'entre-guerres dans laquelle il est, c'est un non-interventionniste, comme beaucoup de gens l'ont été, comme beaucoup de gens qui aimeraient bien qu'on oublie qu'ils l'ont été, et donc c'est un homme libéral dans son temps. Maintenant, donc il y a une voix off dans ce film, qui accompagne les 3 heures. Pardon, on l'a pas dit parce que c'est Jean Dujardin qui fait le père, et la comédienne qui fait la fille, c'est Natia Golubieva. Voilà. Moi, j'ai jamais vu ailleurs. Mais bon. Elle a fait des petits rôles dans les films de son père, Léos Carax, mais des rôles de caméo. C'est son vrai premier rôle. Il a été dans la série Les Sentinelles sur Canal peut-être, cette année. Ouais. En fait, cette voix off, on nous l'explique dès le départ qu'elle le dit. Je vais me tromper sur les dates, je vais me tromper sur certains souvenirs, et c'est compliqué. Moi, je trouve ça génial. Encore une fois, la promesse d'un narrateur à qui on ne peut pas faire confiance. Oui, bien sûr, un narrateur pas fiable. Alors, expliquez-moi pourquoi, si on est entièrement de son point de vue, pendant le film, il y a des moments où on est dans les bureaux de nazis, entre nazis, sans personne d'autre. Et en quoi, du coup, c'est son souvenir à elle? Parce que moi, je veux bien qu'on me dise, il faut voir son point de vue à elle pour comprendre son histoire à elle. Mais on n'est jamais que de son point de vue à elle. On est aussi du point de vue de plein d'autres gens qui, du coup, est-ce que ça, c'est des points de vue omniscients? Et si c'est des points de vue omniscients, elle a aucun, je ne peux pas le pardonner. En fait, il ne tient pas du tout son pari. Voilà. Et donc, il abandonne son dispositif. Et déjà là, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que ces personnages qui sont censés être l'image de c'est plus compliqué que ce que vous pensez, sont à aucun moment autre chose que des collaborationnistes de la première et de la dernière heure. C'est-à-dire que tout du long, ils collaborent. Dès qu'on leur donne la possibilité de faire un choix, ils font le choix de la collaboration. Il y a aucun moment de doute. Il y a aucun moment où Jean Luchère accepte de ne pas faire un éditorial, ou alors un moment où elle refuse une soirée. Alors elle, sa justification, c'est qu'elle est amoureuse de son père, et le film rentre clairement là-dedans, dans le truc de elle veut baiser son père. Enfin vraiment, il est là pour sa première fois. Et pourquoi pas, c'est un film qui veut aussi montrer cette relation perverse entre les deux. Mais donc elle, sa justification de collaborer, c'est j'ai suivi papa, ce qui est en plus pour un personnage féminin, mais monstrueusement écrit, je trouve. Et ce que je voudrais ajouter à ce que tu dis, parce que je suis complètement d'accord avec ça, c'est que il y a quand même un truc, encore une fois, qu'on comprend peut-être pas forcément bien, hein, parce qu'à la fin, comme j'ai dit, ils partent à Sigmaringen, qui est là où en fait on a emmené tous les collabos, les collabos les plus connus. Ils font partie le mode de vie qu'ils vivent pendant l'occupation, c'est le mode de vie de peut-être quelques centaines de personnes. Et que imaginer qu'ils ne sont pas au courant que en dehors c'est la merde, je ne peux pas y croire. Sachant que du coup, de son point de vue à elle dit plusieurs fois, je savais pas, on savait pas à Paris. D'ailleurs, quand elle est au sanatorium de merde là, il y a quelqu'un qui lui dit ma famille va se faire rafler, c'est pour ça qu'on est là. Elle dit ah bon. Ok, j'avais pas compris. Et donc là on l'a fait sauver. Alors je rentre dans un mini spoil, mais je pense que c'est difficile de parler d'un film comme ça. Par ailleurs, on peut pas parler de spoil, c'est pas le propos, mais elle sauve une famille juive. Ça lui prend 10 minutes de son temps et 0 risque, ça n'a aucune conséquence sur sa vie, et du coup on est censé relativiser tout ce qu'elle fait d'autre. Moi, ça me semble vraiment compliqué. Autre chose, c'est qu'elle passe son temps du coup à dire je ne voyais pas machin, et je pense que
pour nous aider à être de son point de vue, on ne nous montre pas Paris, on ne voit jamais Paris, alors que si tu te balades dans Paris pendant l'occupation, tu vois les gens qui font la file d'attente, tu vois les gens qui sont raflés et tu vois les policiers méchants, les soldats allemands violenter des gens. Les seules fois où elle parle de ça, aussi, et les policiers français aussi, c'est vrai, pourquoi pas. Les seules fois où on parle de ça, c'est elle qui dit quand les soldats allemands venaient d'arriver, ils étaient très gentils parce qu'ils voulaient se faire assimiler à la communauté et c'est nous qui étions méchants, on les revoit jamais, on voit pas les conséquences. Et la seule fois où on voit des résistants dans ce film, c'est à la fin quand ils la violent. Ouais, alors pour moi c'est pas des vrais résistants. Alors justement, les résistants font ça et ils ont le brassard des résistants parce que juste après l'armée française, qui elle est légitime, vient et dit c'est pas pour ça qu'on a libéré le pays. Je dis pas que c'est ce que veut raconter Giannoli et je mets tout ce que je dis, je mets pas d'intention parce que je pense que ce ne sont pas ses intentions ce que j'ai vu. Je pense que non mais t'imagines le mec voulait faire un film en disant que la collaboration c'était super. Non, pour moi en fait, je vais te dire, pour moi c'est plus triste que ça en fait et il y a tellement d'autres choses que on va pas passer 3h15 sur un film de 3h15 mais en fait il passe son temps à vouloir se rattraper en verbalisant par des personnages ce qu'il dit, avec des gens qui disent « Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Des gens qui disent « Est-ce que tu n'as rien vu ou est-ce que tu as fait exprès de ne pas voir ?» Ou alors la réquisition finale de Philippe Torreton. Trop marrant d'ailleurs, Philippe Torreton. Caméo improbable où il est super. Toutes ces parties-là viennent essayer de rattraper le discours qu'offre le film le reste du temps. Je sais que t'es pas d'accord, mais moi c'est la vision que j'ai eue du projet et en fait, pendant tous les quarts d'heure, on essaie de nous rappeler que le film n'est pas en train de dire que les collabos comprenez-les. Il veut qu'on le lise, il veut juste pas qu'on lise les faits du passé avec le recul du présent, d'accord. Mais c'est pas ce que c'est pas ce que je vois. En fait, Corinne et Jean Luchaire veulent qu'on juge leur histoire avec mesure et gravité, mais Corinne et Jean Luchaire n'ont rien fait d'autre. Ils ont rien fait pour mériter un autre qualificatif que celui de collabo. Et moi, ce en même temps là, et j'utilise le mot en même temps à escient, mais insupportable. Mais vraiment, quand je regarde ça, à la fin, le seul moment où Corinne comprend que quelque chose n'est pas net, et que ça quelque chose de ce trame de pas net, elle se pose la question, mais en fait on lui donne la tuberculose. Et pour moi, le lien entre la tuberculose et la collaboration, faire passer la collaboration comme quelque chose qu'on attrape, qui nous ronge de l'intérieur et qu'on peut redonner de manière héréditaire, c'est extrêmement grave. La collaboration, c'est une succession de choix conscients qui mène à l'infamie. Et en fait, pour moi... la tuberculose, c'est précisément pas héréditaire. C'est le médecin qui dit ça, mais c'est complètement con. C'est juste qu'en fait, c'est contagieux, c'est tout. Mais tu vois, il dit, est-ce que j'ai pu donner ça à ma fille ? Tu vois, c'est verbalisé. En fait, tout est grossier. Donc là, j'ai parlé du point de vue politique, mais tout ceci se traduit à l'écran en cinéma. J'ai trop parlé. Laurent, tu voulais répondre rapidement à Rita, on donne la parole à Félix. Je pense que la manière dont il parle des collaborateurs, en fait, ce qu'il cherche à montrer, c'est que c'est des gens qui ont eu des enjeux et des conflits sur lesquels ils ont répondu de manière auquel on s'attendrait pas à des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est des collaborateurs ils sont pas particulièrement antisémites, ils sont pas particulièrement tout ça, mais ils laissent faire parce qu'ils laissent faire. Et donc du coup, si on a l'occasion de sauver vaguement un juif sans trop se prendre la tête, exactement. Et on peut le faire. Ça les dédouane pas vraiment. Je trouve pas que le film cherche à les dédouaner, mais ça te montre un truc réel de ce que pouvait être la collaboration de ces gens qui ont collaboré parce qu'ils pensaient que c'était la moins pire des choses à faire. Mais qui même, tu vois, ça compare à aujourd'hui un truc de ne rien dire et c'est déjà dire quelque chose. Ne pas laisser passer, c'est déjà de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut donner peut-être la parole? Non, moi je vous écoute, c'est très intéressant ce que vous dites, je suis très d'accord avec vous. Avec lequel des deux qui sont pas complètement d'accord. Toi, t'es pas un grand amateur de Giannoli. Non, je suis pas du tout un amateur de Giannoli. J'avais déjà pas du tout aimé Illusion perdue, que je trouvais. C'est les cahiers du cinéma, je vais les paraphraser, mais qui parlent de qualité française. Je suis absolument d'accord. Je trouve que c'est un cinéaste qui est très endimanché, très poussiéreux dans son approche filmique. Je pense que le texte de Balzac en fait est beaucoup plus gaulerie. Donc du coup, formellement, on a l'impression que ça déborde plus dans Illusion perdue. Mais je trouve qu'en fait, le classicisme formel de ce film-là, on le voit directement là avec Des rayons et des ombres, qui est un film qui effectivement me pose beaucoup de problèmes moraux. Enfin, moi je suis très d'accord avec toi en fait, Rita. Je trouve que le film se finit sur le procès du jardin avant de le fusiller. C'est pareil, enfin c'est pas un spoil parce que de toute façon ça suit sa vie. Et le procureur pendant 2 minutes va faire une grande tirade pour grosso modo résumer en fait ce qu'on doit penser du personnage et résumer en fait le parcours justement du personnage pendant le film. Et je trouve ça hyper rigolo, c'est que le film dure 3h15 et en fait on peut résumer le parcours de ce personnage en 2 minutes. Et pour moi c'est un échec absolu et ça veut dire que Giannoli a tellement peur de choisir un angle et a tellement peur en fait de clarifier sa position sur la collaboration. Ce qui est en train de lui arriver. Et voilà, exactement. Que du coup, il se dit, en fait, moi, mon placement moral, le placement moral du film, c'est celui du procureur.
c'est nul. Parce qu'en fait, c'est pas ça, moi, personnellement, que j'attends d'un film. Je veux dire, j'attends ça de la justice, j'attends ça d'un procureur, j'attends pas ça d'un film. Un film, ce qui est intéressant, c'est la confrontation au réel et que t'es pas juste sur des faits concrets d'observation de on a retrouvé des livrets de frais, de machin, de trucs. C'est justement la relation avec Paris, avec les gens, avec la politique, avec l'économie, avec la société. Et je trouve qu'en fait, toute la structure sociale du film est totalement absente. C'est limite si je me posais la question de l'antisémitisme de la société, parce que avant que, et je pense que c'est la meilleure scène la meilleure scène du film, pardon, Céline débarque et dise n'importe quoi dans un dîner de manière archi hardcore et très antisémite, j'étais en mode ah oui, c'est vrai que c'est ça quand même. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai un peu de mal à croire à cette scène. Je suis pas sûr qu'elle ait vraiment eu. Ah, je sais pas non peu plus. Importe, je la trouve grossière, mais non, je veux mais dire, elle remet dans le contexte pour l'antisémitisme de l'époque. Oui, voilà, c'est-à-dire que en fait, c'est une des premières fois dans le film où je me suis dit ah oui, c'est vrai que c'est quand même ça la collaboration, c'est quand même ça l'antisémitisme et c'est quand même ça la violence sous-jacente de cette société. Et en fait, je trouve que il y a un super film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle La Zone d'intérêt et qui a la brillante idée d'être un film extrêmement violent qui ne te montre aucune violence. Et c'est de par son dispositif filmique et qui joue sur le hors-champ. Je pense, effectivement, je fais pas de procès d'intention à Giannoli, je pense pas qu'il ait véritablement envie de faire ça. Je pense que son idée, c'est de se dire, je vais filmer les choses exactement comme mes personnages. Et donc, du coup, comme mes personnages mettent des œillères, ma caméra va mettre des œillères. Le problème avec ça, c'est que du coup, tu filmes le déni par le déni, ce qui fait qu'il n'y a aucun contraste jamais. Et donc, il n'y a aucune violence. Et moi, je trouve personnellement que face à un film de 3h15 monumental sur la collaboration, j'ai besoin de ressentir la violence de ces événements. Et là, je trouve le film très superficiel, extrêmement schématique, même binaire par moment, parce que le côté tuberculose, machin, je trouve ça bidon. Et en fait, je trouve que c'est un artifice de scénario pour essayer de faussement donner de la complexité. Qu'est-ce qu'on perd comme temps avec ça? Et c'est infernal. En fait, c'est presque plus un film sur la tuberculose que sur la collaboration. Et la violence visuelle qui découle de le fait qu'il ait préféré, le fait qu'il ait préféré montrer, comment on appelle ça, le truc où tu mets du froid dans les poumons pour toutes les opérations. Montrer ça 3-4 fois avec la même scène de tu vas mieux, non je vais pas mieux, je cache, je tousse le sang, montrer la glaire plein de fois, montrer ça 1000 fois et ne pas assumer de montrer ce que c'était que l'antisémitisme de l'époque. Ah ouais. Je trouve ça vraiment et très problématique. Donc ouais, moi je vous décourage vraiment d'aller voir ce film parce que c'est même pas que tu déconseilles, c'est que tu te décourages. Pardon, on n'a pas parlé des acteurs, ce qui est quand même fou pour un film comme ça. C'est le plus de jeu et pas le meilleur jeu. Je m'arrêterai là. Ouais, c'est vraiment. C'est Timothée Chalamet dans Marty Suprême. Non, pas la comparaison. Moi, je trouve c'est la surenchère, effectivement, le côté très technique. Ça va quand même. C'est pas, moi, vraiment, pas mal joué. Et puis même elle, en fait, elle est castée. Par contre, elle a une aura. Aura de ouf. Mais c'est une aura que le cinéma français adore, de petite fille, tu vois, très magnétique, jeune, magnifique, machin, qui va se faire vampiriser par des mecs. Enfin, je trouve que c'est quand même. Lolita. C'est exactement la même chose que le personnage, tu vois, dans le dernier Ozon. Enfin, c'est une figure du cinéma français qu'on aime bien. C'est une actrice qui dégage un peu ce truc-là, qui je trouve est un peu stéréotypé et en plus en vrai un peu problématique parce que ça dit quelque chose. Il y a un rapport, je trouve, un peu de puissance, de domination entre la caméra et elle. Et je trouve que de ne pas vouloir écrire un personnage justement qui est retors comme les autres et qui est intéressant et de faire juste une espèce de petite poupée qui se fait balader un peu à droite à gauche, je trouve que ça participe un peu à ce truc-là. Donc même dans ce choix-là de casting, je le trouve un peu malsain et pas très intéressant. Pour moi, elle se fait pas violer dans le film. Il y a pas de moment où on la voit vraiment se faire violer. Hein. C'est mis sous ellipse, on sait pas trop ce qui se passe, mais c'est un peu, c'est sous-entendu. Enfin, moi, les amis, pour moi, c'est pas clair. On en reparlera, mais enfin, je veux dire, bon, qu'est-ce que tu crois qui s'est passé dans les bois avec ces soldats français qui l'ont commencé à la déshabiller et après cut tout, elle qui pleure? Alors, parce que je vois pas l'ellipse suffisamment longue. Ah d'accord. Ok. Bref, mais bon, c'est un autre débat. Notre focus de la semaine. Toujours est-il que si vous voulez regarder des trucs sur la collaboration sur la Seconde Guerre mondiale, regardez Un village français, c'est vraiment très bien. Et le documentaire incroyable des années 70. Oh là là. Ah oui, le Shoah ou de Nuremberg à Nuremberg. Non, le documentaire sur la collaboration dans un village français. Ah oui, pardon. Qui sur le de Max Ophuls. Oui, de Max Ophuls. Je sais pas. Le chagrin et la pitié. Le chagrin et la pitié. Ça c'est exceptionnel. T'imagines si on n'avait pas été capable de se rappeler du chagrin et la pitié. Ah ouais, c'est chaud. En plus, j'étais vraiment mon cerveau, il a blank. Ça, c'est un document historique d'archives zinzin qui montre comment est-ce que la collaboration a pu se faire et comment est-ce qu'elle peut se refaire à tout moment de chaque époque. Que j'ai vu. C'est pas si longtemps que ça. Bon, voilà. Donc, on vous déconseille absolument d'aller voir Les Rayons et les Ombres. Et on vient de vous conseiller tout plein de choses plus intéressantes et aussi la zone d'intérêt sur le sujet. On va maintenant, alors c'est un peu un 360, passer à Police Flash 80 de Jean-Baptiste Sorel. Police Flash 80. Ça va envoyer du pâté. Excusez-moi, mais c'est quoi ce bordel ici, là? Guylaine Roble-Bernard. Dans 2 secondes, cocotte.
On est en 1984 et François Damiens incarne un flic à l'ancienne, fan de Michel Sardou et propulsé malgré lui à la tête d'une unité d'élite, la police Flash 80. Il doit désormais faire équipe avec une maman surmenée et cerveau du groupe, un geek du Minitel et un infiltré à la coupe mulet. Ensemble, ils vont tenter de démanteler un trafic de drogue en devenant une brigade tellement improbable que même les années 80 n'étaient pas prêtes. Manon. Ça, c'est un pitch, il a aussi naissant. Ouais. Oui, ouais. Félix ? Ah non. Pardon, j'ai un problème de micro. Manon, alors ce Police Flash 80, est-ce que c'est la bonne surprise comédie française de ce début d'année ? Non, j'irai pas jusque-là. C'est un film sympathique devant lequel on passe un bon moment. Ça casse pas trois pattes à un canard comme je pense ma critique ne va pas casser trois pattes à un canard parce que j'ai pas grand-chose à en dire. En fait, je pense qu'il y a énormément de références aux films et séries policières des années 80 que je ne maîtrise pas du tout. Donc je pense que je suis un peu passée à côté de la moitié du film. Mais ça n'empêche que c'est plein de bons acteurs qui, je pense, passent un super moment. On peut peut-être citer ce que j'ai dit que François Damiens, mais donc il y a Audrey Lamy, Thomas Njijol, Xavier Lacaille. Et le dernier, je le connais pas. Enfin, je connais pas son nom. Sérieux ? Au Maroc. Ah ouais, ouais. Ça, ah mais oui, bien sûr, mais c'est l'acteur de Validé. Ouais. Okay. Ah, c'est lui. Ouais. Il a fait la prison au Maroc parce qu'il a filmé des enfants sans leur consentement. Pas dans ce sens-là. Dans le sens genre des enfants dans la rue pour faire des blagues et du coup il a eu un. Ouais. Je sais plus pourquoi, mais il a fait de la prison et maintenant il est redevenu acteur. Donc. Okay. Et non, c'est pas Attic, c'est son acolyte un peu boulet. Dans Validé. Et ben son personnage dans ce film-là est super et très bien incarné. Enfin, je trouve que c'est vraiment une des bonnes surprises du film. Voilà. Après, c'est quand même un peu un François Damiens show. Donc, quand on aime bien ça, ce qui est mon cas, on en a pour son argent. Mais il y a vraiment des bonnes scènes, notamment la scène de descente dans un carnaval où ils sont du coup tous déguisés en espèce de légumes géants. Franchement, j'aurais aimé que cette scène elle dure plus longtemps parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire un truc très drôle et très what the fuck. Et on va quand même le pas le mépriser trop longtemps. Il s'appelle Brahim Boulel. Voilà. Ok. Et une scène aussi sur Connemara de Michel Sardou qui est vraiment un super moment. Voilà, donc il y a quand même plein de bonnes idées comme ça. Après, je trouve que vraiment c'est un film qui ne réinvente pas la roue, quoi. Enfin, c'est-à-dire que faire une comédie sur le machisme des flics dans les années 80, bon, voilà. Enfin, je trouve qu'en 2026, une fois qu'on a dit ça, j'aurais aimé que le film aille un peu plus loin, peut-être prendre à rebours, certaines choses, certains clichés, un peu plus à cab aussi, peut-être, je sais pas. Mais je trouve que il y a un peu des petites facilités et en fait, tout repose sur le fait que, la tête pensante de cette équipe, c'est une femme. Et en fait, c'est un peu tout ce qu'on tente de faire le film. Donc voilà, encore une fois, il y a quand même plein de bonnes vannes, c'est marrant. Mais c'est un peu petit bras pour toi. Un peu, je trouve. Rita, est-ce que tu rejoins ce constat sur Police Flash 80 ? Eh bien, comme sur le film sur la collaboration, en fait, oui, je pense que le film est le plus intéressant et le plus intelligent quand il va dans la bêtise et les curseurs les plus poussés au max. C'est-à-dire que moi, les choses qui m'ont le plus fait rire, c'est le fait que le personnage de Xavier Lacaille, visiblement, aime mettre en drague et il fait plein de déguisements un peu loufoques et rigolos. Le fait que il y a plein de moments où on jette des gens et en fait, tu vois clairement que c'est une poupée quand il jette l'être humain vivant et donc il y a des sons un peu débiles qui en découlent. Ça marche très bien. Il y a des moments de jeu de mots et de dialogue, et notamment cette scène sur Connemara où en fait on pousse les trucs tellement loin que ça n'a plus aucune crédibilité. La scène en mode la drogue c'est mal et tu les vois fumer des clopes et boire. J'étais mort de rire dans la salle. Tout le film allait être ça, et parce que ça prendre à rebours tout. Ouais, mais c'est de l'humour visuel et c'est des gags qui rappellent. On en a parlé récemment de Naked Gun de Akiva Scheffer. Ce genre de ciné. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote pour sauver le monde ? Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? Voilà. Mais qui vient de cette saga-là, de ce type d'humour plutôt très américain en vérité, et là appliqué à l'humour français. Je trouve que la transition est plutôt pas mal, mais les moments où ils essayent de faire revenir le film sur les rails d'une comédie policière assez traditionnelle, on perd de ça et on se trouve dans une intrigue. En vrai, on s'en fout de l'intrigue, on a envie des gags visuels et justement, j'avais hâte d'une comédie où ça passe pas que par le verbe, ce qui est pas du tout dans la tradition française de comment on fait la comédie. Et là, il y avait un peu de ça, mais ça disparaît assez vite. Il y a un truc aussi quand il parle de la drogue aux enfants et qui commence à se taper la tête sur le mur, la réaction des enfants. Il y a des choses comme ça qui peuvent être super drôles. Moi, il y a d'autres choses que j'ai trouvé moins sympas, mais j'ai quand même passé c'est le film dure 1h20. C'est un tiers de ce que fait Giannoli. C'est vraiment, je les ai vus le même jour. Donc vraiment et c'est mieux. C'est pas entièrement. En vérité, c'est mieux. Ça se prend tellement pas au sérieux que je trouve tout est pardonné. C'est ça. Quoi, et alors, Njijol, qui est donc l'auteur et le producteur et un des acteurs principaux, on sent que c'est un projet de cœur. Il y a plein de bêtises qui découlent de lui, je pense, et c'est super. Bêtises avec tout
le respect que je porte à ce mot. Et donc je trouve que c'est un peu dommage les moments où le film reprend un peu de sérieux, parce que c'est là où en fait on peut pas, enfin le ton du film aurait dû rester sur les curseurs un peu absurdes. Et effectivement quand il essaye de faire du dialogue social sur les flics et les femmes et les personnes racisées, ça marche moins bien. Au contraire, quand il fait vraiment des blagues limites, ça marche un peu mieux. Mais surtout, je suis en train de réaliser que c'est fou parce que lui, il a fait un long métrage en tant que réalisateur. Oui, il était dernier. Indomptable. Qui était aussi où il incarnait un personnage de policier. Et c'était pas la même chose. Tellement en univers alors, différent. Vraiment, Indomptable, c'était un de mes films préférés l'année dernière. Ouais, c'était vachement bien. Il est pas flic dans ce film. Non. Là, c'est pas un flic, même si la scène post-générique sous-entend que peut-être. Mais donc, c'est pour moi, je pense que ça vaut le coup d'y aller. Et puis, c'est cool de soutenir des projets comme ça parce que c'est vrai que c'est assez original dans le paysage des comédies françaises. Et pour ce casting, Audrey Lamy, qui est très belle, malgré cette coupe de cheveux, je le souligne comme ça, j'ai envie. Voilà. Charlie, tu étais surpris que ce soit le meilleur film que t'aies vu cette semaine? Ouais, c'est le meilleur truc que j'ai vu cette semaine et franchement, je m'y attendais pas. En fait, j'avais vraiment peur parce que la dernière comédie française que je suis allé voir, c'était L'Infiltré avec Ahmed Silla, donc vraiment, je reviens de très très loin. Mais encore un truc de flic? Ouais, encore un truc de flic. Et pour le coup, bon, le casting, je me suis dit quand même, le casting, il y a moyen que ce soit un peu cool parce que bon, François Damiens, Audrey Lamy qu'on ne présente plus non plus, c'est des gens qui font quand même des trucs très chouettes. Et j'avais un peu peur au début et finalement j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant, un peu entre OSS 117 et La Cité de la Peur, même si pour moi il manque le petit ingrédient pour en faire une comédie qui soit aussi légendaire que les deux que j'ai cités précédemment, mais j'ai quand même trouvé que c'était une excellente comédie, dans le sens où j'ai passé un bon moment, je ne me suis pas ennuyé. J'ai trouvé qu'il y avait aussi une bonne articulation entre le fait qu'ils se permettent de faire des blagues un peu beaufs parce que c'est les années 80 et que du coup on peut faire ces blagues qui sont pas ok dans notre époque à nous, et en même temps sans que ce soit complètement lourd parce qu'on les regarde quand même en 2026. Donc j'ai trouvé tous les petits clins d'œil aux années 80, je les trouve trop chouettes. Le micro-ondes, le Minitel, toutes les expressions complètement ringardes du mec qui est joué par Xavier Lacaille, je trouve ça trop bien. Ça se voit, comme vous dites, qu'ils se sont fait plaisir en faisant ce film. Donc c'est plutôt une recommandation de ma part, même si la scène post-générique laisse à penser qu'il y aura sûrement une suite. Police Flash 90. C'est une pièce d'argent. Oui, littéralement. Bah oui, ça paraît logique. Mais moi, c'est pas ça que je me suis dit en voyant le film. Je pense que j'aurais bien aimé voir une série. Super Flic une sitcom Police Flash 80, je veux dire Super Flic 80. Moi j'arrête pas de l'appeler Paris Police Flash 80 à cause de Paris Police 1900. Ça aurait été compliqué en termes de budget quand même, tu vois, d'assumer un aussi ça aurait été une sitcom, grosse prod. Ouais, mais tu vois, il y a pas de film ce soir où vous auriez voulu voir une série. Ouais, je pense que c'est juste qu'en fait il y a quelques films comme ça qui sont devenus des séries. Je pense à des trucs comme Jimmy Neutron, ou tu vois, qui étaient des chouettes films, mais d'un coup qui ont été déclinés en série. Après c'est de l'animation, donc c'est pas pareil. Mais voilà, je me suis dit en tout cas, tu vois, peut-être un truc en 8-10 épisodes par saison, pas forcément, tu vois, un truc à méga rallonge non plus, comme un Camelot ou un Scène de ménage. Ça aurait pu être chouette. Voilà. Laurent, entre Jimmy Neutron et Scène de ménage, où est-ce que tu situes Police Flash 80? Et ben en fait non, je suis assez d'accord avec vous de là où je le situe, c'est-à-dire que c'est en effet de l'humour absurde un peu à l'américaine avec un côté un peu plus franchouillard. Ils ont étudié ma carte blanche de la semaine dernière. Ouais, non mais qui a un mélange un peu, non mais il y a un peu ça, qui a un mélange que je trouve plutôt malin sur le papier. Le casting est vraiment super, il y a vraiment des moments drôles, je trouve que l'idée est bonne et tout. En termes de comédie française, dans l'absolu, je trouve ça plutôt bien, parce que alors la barre est au sol, hein, mais je veux dire, c'est mieux que Cocorico 4, quoi. Enfin, tu vois, genre, je trouve que c'est plus cool de faire ce genre de film que d'autres choses. Et dans l'absolu, tu sens que ça a été fait avec passion, quoi, avec plaisir. Là où je serais un petit peu plus circonspect, c'est que je trouve que il y a beaucoup de fétichisme des années 80 que je trouve marrant, mais tu sens qu'en fait l'humour du film tourne beaucoup autour de ça, et que c'est pas forcément un ressort comique que je trouve hyper intéressant, et que là je trouve qu'ils en usent et qu'ils en abusent un peu trop, que c'est dommage. Je trouve que le film d'une manière générale est un peu sage
qu'ils auraient pu un peu plus lâcher les chiens et qu'on rigole un peu plus, que ce soit un peu plus débile. C'est vrai que c'était très outrageant, les seins à l'air sur France Télé. Non, mais c'est-à-dire que si tu veux vraiment rentrer en plus là-dedans, c'était vraiment beaucoup plus vénère les années 80 en plus, parce qu'en fait, il y a des gonzesses à poil tout le temps. Enfin, ça n'avait aucun sens, tu vois, à la télé en particulier. Mais je veux dire, bref, il y avait un truc où on pouvait aller plus loin, on pouvait être un peu plus choquant, où ça pouvait être un peu plus drôle, et surtout, en fait, ça manque de rythme, d'un vrai rythme de comédie. Je trouve que le film est un peu mou du genou, dans le sens où ce qui est vraiment, c'est pour ça que c'est très difficile de faire des bonnes comédies, c'est qu'il faut vraiment des gags tout le temps. Et là, ça manque un peu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments un peu de pause où, on avance un peu le truc et puis c'est pas très rigolo. Et puis on essaye de faire un peu des vannes, mais ça marche pas ouf. Et donc, du coup, voilà. C'est un film qui est plus anecdotique que ce qu'il aurait pu être, alors qu'en effet, il y avait vraiment du potentiel pour que ce soit hyper drôle. Et comme tu vois, t'as cité La Cité de la Peur et tout, et OSS 117, ce qui manque, en fait, dans ce film, c'est justement ce ressort des gags et ce rythme de comédie pour que ce soit vraiment super fun. Donc, plutôt pas mal quand même en vrai. C'est-à-dire que ça aurait pu être clairement pire et qu'on part sur un truc qui va clairement dans la bonne direction, mais qui aurait dû être un petit peu plus fun et un petit peu plus vénère, quoi. Dommage. Donc on recommande quand même plutôt ce Police Flash 80, surtout pour les amateurs du genre, et ça nous permet d'ouvrir notre focus. Et sur les blagues sur l'Aïd aussi. Notre focus de la semaine sur pourquoi y a-t-il autant de flics sur nos écrans. Jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurret. Monsieur McBurret, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. Comme chaque semaine, on vous a demandé sur Instagram quels étaient les films et séries qui pour vous étaient intéressants dans la représentation de personnages de policiers. Il y a eu pas mal de réponses et pas mal de séries. Bon, j'en cite quelques-uns. Il y a eu films et séries confondus, mais Qui a tué Pamela Rose, Enfermé dehors de Dupontel, ou Sekin, qui est donc une série, The Place Beyond the Pines, Memories of Murder, Derrick, Police, le film de Maïwenn, La nuit du 12, 36 quai des Orfèvres, Au poste, Adieu poulet, Mars Express, True Detective saison 1, Zootopie, The Wire, Engrenage, donc 2 séries. Ça c'est quoi? La Patte Patrouille, pardon. La série Anti-Disturbios, Dossier 137 et Serpico. Et oui, c'est Antoine. Pour la Patte Patrouille. Mais c'est vrai, écoute, c'est des personnages de policiers. Je me tourne d'abord vers le docteur Laurent, qui va nous faire un petit point historique. Le docteur Alban n'est pas là, donc je prends sa place. Et donc je vais vous parler ici donc de la représentation de la police, et pas vraiment du film d'enquête à proprement parler. Si vous voulez avoir plus de détails sur le sujet, vous pouvez vous reporter à notre focus sur les Whodunit, qui va un peu plus dans le détail, qui est une émission du 27 mars 2025, donc presque un an. Merci pour la précision, et il était super ce focus que j'avais écouté en tant qu'auditrice, parce que j'étais pas là. Ah mon Dieu, j'avais zappé ça. Bah écoutez, vous pouvez le réécouter aussi si vous voulez avoir plus de Mon Dieu. Mon Dieu. Je suis vraiment genre, j'ai pris 20 ans dans la gueule. Toujours est-il que voilà, vous pouvez le réécouter, il est dispo sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à vous abonner et à dire que ce qu'on fait c'est bien. Et donc malheureusement, il n'y a pas vraiment de police dans l'épopée de Gilgamesh. Non. Et donc même s'il y a des précurseurs très anciens pour les films d'enquête, etc., on voit pas vraiment de représentation de la police avant le 19e siècle, tout simplement parce que la police, ça n'existe pas vraiment, en tout cas ça n'existe pas vraiment au sens où on l'entend avant le 19e siècle, avant la Révolution française, avant le 19e siècle. Donc c'est dans le courant du 19e siècle qu'on va voir la figure du policier, qui est d'ailleurs souvent un personnage assez médiocre, dont on va moquer un peu l'incompétence. L'exemple qui est le plus connu, c'est l'inspecteur Lestrade, qui est le policier de Sherlock Holmes, qui est pas particulièrement brillant et qui a évidemment besoin, les lumières de Sherlock, le grand détective, pour résoudre ses enquêtes à sa place. Et globalement, dans la littérature de l'époque et même au début du cinéma, le policier est rarement le héros de l'histoire, en fait. C'est plutôt un sujet de moquerie. Et donc, par exemple, le premier film que j'ai pu trouver qui représente des policiers, c'est un court-métrage d'Alice Guy de 1898 qui s'appelle Les Cambrioleurs, et dans lesquels les policiers sont plutôt tournés en ridicule et ils n'arrivent pas à arrêter ces cambrioleurs qui sont plus intelligents, plus forts que... Alors, c'est un film d'une minute et demie que j'ai pas vu. 1 minute et demie? Ouais, je crois. C'est vraiment un court-métrage que j'ai pas vu. T'as pas eu le temps? Je t'avoue que j'ai pas essayé de le chercher. Il est peut-être sur YouTube, remarque. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire l'effort, mais je me dis que c'est quand même un truc un peu obscur. Mais en fait, du coup, c'est au fur et à mesure du temps qu'on va avoir des policiers qui vont devenir des figures plus sérieuses. Et en fait, beaucoup de films dits policiers en muet sont plutôt des adaptations de romans policiers, mais du coup avec des enquêteurs
qui ne sont pas des policiers, comme Sherlock Holmes, Rouletabille ou Nick Carter, qui est un mec que je connais moins, mais qui sont tous un peu des détectives privés ou des reporters. Et en fait, il faut attendre vraiment le parlant et les années 30 pour voir apparaître en héros des policiers, avec notamment les premières adaptations de Maigret dans les années 30, ou alors déjà, ouais, 1933, il me semble. Maigret Gate. Le Lord Maigret. Le Lord Maigret, ou par exemple M le Maudit de Fritz Lang, qui est un film de 1931, où voilà, le personnage de flic est, il me semble, le héros, en tout cas un personnage important. Oui, non, c'est pas vraiment le héros. Enfin bon, bref, j'ai pas vu le film, hein, donc je vais pas faire le mec. Mais voilà. Pour l'avoir vu de mémoire, c'est pas vraiment le héros. Non, mais je veux dire, on va te voir ce personnage. Oui, bien sûr, comme étant un personnage. Et on est quand même pas mal du point de vue du. Mais et donc à partir de là, en fait, tu vas avoir plusieurs sous-genres de films policiers qui vont cohabiter, qui vont représenter en fait une palette assez large du type de policier. Et donc on pense évidemment au film noir, qui a connu ses heures de gloire dans les années 40-50 aux États-Unis. Je te regarde, Rita. C'est un genre que je connais assez mal en fait, et qui à mon avis mériterait son propre focus parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire à mon avis dessus, mais dans lequel voilà, on va présenter des policiers plus sérieux, plus réalistes, potentiellement plus corrompus que ce qu'on pouvait voir avant. En fait, le film noir, c'est une réaction à l'émancipation des femmes avant toute chose au moment de la Deuxième Guerre mondiale et à l'émancipation de la société. C'est un genre qui essaye d'être réactionnaire et de renfermer les gens. En fait, les femmes fatales, il y a une conséquence directe entre leurs actions et à la fin, soit elles meurent, soit elles se rangent. Les personnages qui sont hors de la morale doivent être corrigés. Donc il y a beaucoup de choses en rapport avec ça et l'ordre et la morale en fait, et je pense qu'on va y revenir beaucoup avec ce focus sur la police. Et dans le film noir, les policiers sont soit des figures en marge de la société qui en fait ont tellement une morale claire et limpide, qui préféraient vivre en dehors de la société que vivre avec l'immoralité de la société et qui sont réappelés dans la société pour résoudre une affaire, soit des personnages à la droiture absolue. Donc ces mecs-là généralement qui vivent en dehors de la société, ils sont un peu alcoolos, ils ont ces deux, de là que vient le trench. Est-ce que c'est souvent des flics ou plutôt des détectives privés en fait du coup? Ça dépend. En fait, il peut y avoir les deux et les deux se mélangent un peu. Il y a de la confusion entre les deux et en fait, quoi qu'il arrive, soit ils vivent en marge et du coup ils sont un peu alcoolos, c'est les mecs avec les trench, c'est Humphrey Bogart globalement, qui parle comme ça et il faut gérer les choses. Tu fais super bien. Et avec des intrigues très alambiquées qui sont propres au film noir, mais ça sera pour le focus film noir. Mais par contre, après, t'as ceux qui sont les flics qui sont parfois ceux qu'on roule dans la farine et qui sont parfois les idiots de l'affaire en fait. Et ça assez traditionnellement en fait, parce qu'on voit exactement. Et on va revenir quand on va parler de la figure du flic en lui-même. Déjà le mot flic et tout ça, mais en tout cas dans le film noir, c'est quelque chose où il y a une vraie tension entre les intelligents et les idiots. Et parfois les flics sont dans l'un, parfois les flics sont dans l'autre, mais clairement quand tu le rencontres, même visuellement, tu sais tout de suite si ça va être un des personnages qui fait avancer l'affaire ou c'est un des personnages. Ou si c'est Dupont et Dupont. Exactement. Et donc tu vas parallèlement à ça, et ça recoupe un peu d'ailleurs, parce que parallèlement en fait t'as beaucoup de développement de comédies policières aux États-Unis dans les années 30-40, même si chez nous il faut quand même attendre beaucoup plus tard, ça arrive vraiment beaucoup plus tard, notamment surtout dans les années 60 où on va commencer. La police faisait autre chose en France dans les années 40. Voilà, et tout à fait, et même dans les années 30 on vous renvoie vers des rayons et des ombres. on était quand même un peu plus frileux que ça en fait. C'est vraiment les années 60 où on va se moquer ouvertement des personnages de policiers, et notamment toute la série des films de Gendarmes à Saint-Tropez avec Louis de Funès qui sont clairement genre les marqueurs très très clairs de la figure du policier dans l'inconscient collectif français. Bah ouais, mais en fait je sais pas pourquoi t'imagines pas forcément qu'ils sont oubliés. Ils sont pas flics. Déjà ils ont rien à faire, ils sont à Cannes. Ils sont là avec leur petit non, ils sont à Saint-Tropez. Ils sont là avec leur petit képi et tout. Enfin il y a un truc un peu à l'ancienne aussi. Bref. Mais toujours est-il que c'est vraiment là. C'est des gardiens de la paix. Alors que les flics au cinéma, c'est souvent les enquêteurs ils enquêtent pas, effectivement. Ou les forces de l'ordre. Là, c'est des gardiens de la paix. Là, c'est quand même un peu les forces de l'ordre, ils sont gendarmes et tout. Et donc à partir de là, on va pas faire un inventaire de tout ce qui a été fait, hein, on s'en sortirait pas, ce serait pas très intéressant. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que peu à peu, il va y avoir de plus en plus de représentations différentes de la police, que ce soit dans les films ou dans les séries. Et donc, ça va de très très grosses comédies parodiques bien débiles, comme Alarme Fatale, film de 1993. Donc, tu es toujours tellement heureux de parler. J'adore. Si t'en parles pas dans une émission, tu meurs. Et donc, j'ai fait une carte blanche, que je vous invite à retrouver. Je ne sais plus quand. T'as pas la date? Non, j'ai pas noté la date. Bosse un peu, Laurent. Je suis un branleur. Je suis peut-être le plus gros branleur de cette émission. Mais, et donc, mais ça peut aller aussi vers la comédie d'action. On
pense notamment à Rush Hour, aux flics de Beverly Hills dans les années 80. Il y a des films d'action beaucoup plus sérieux. Die Hard, John McClane est un flic. Il y a des flics qui respectent plus ou moins les règles. L'inspecteur Harry, qui est un peu de Clint Eastwood, enfin, en tout cas avec Clint Eastwood, qui sont un peu les représentants de ça. Il y a des flics qui sont carrément corrompus, les ripoux de Claude Zidi, qui montrent clairement des histoires de flics corrompus. Il y a encore des policiers très sérieux, respectables. On a parlé d'un Maigret récemment, et même de Zootopie, qui les présente plutôt bien. Il y a des films noirs encore avec des policiers un petit peu en rupture. On pense notamment pas mal au cinéma de Olivier Marchal, en tout cas plutôt à ses premiers films, parce que les derniers, je pense qu'il vaut mieux éviter de les regarder. Aujourd'hui, en fait, la spécificité un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a des films de plus en plus sociaux. On va vraiment chercher à décrire leur réalité, notamment Police de Mai Wen ou La Nuit du 12, qui est pour moi plus un film sur la réalité de la vie de flic que vraiment un film policier. Et même, on va trouver des policiers qui sont contre le système, comme dans Back North ou même The Rip, très récemment, le film Netflix avec Matt Damon et Ben Affleck, où justement où ils sont un peu en rupture par rapport à leur hiérarchie, et donc du coup ils se battent contre leur système, etc. En série télé, en vrai, c'est un peu pareil, on va pas tout détailler, mais ça va vraiment de la grosse comédie débile à la Brooklyn Nine-Nine à des trucs hyper premier degré comme Les Experts, qui sont encore des séries qui cartonnent aujourd'hui, même si ça nous paraît un peu vieillot, mais ça marche encore pas mal. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que... J'allais dire, regarde, il y a encore eu BRI sur Canal cette année. Il y a encore des trucs, en termes de série, le genre policier, c'est un truc qui marche beaucoup. Oui, sur France Télé, je n'en parle pas. Et la représentation des policiers, c'est toujours assez costaud. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que à l'origine, la figure du policier, c'est vraiment un truc qui est plutôt tourné en ridicule, que c'est parti en fait dans une veste plus sérieuse, et que maintenant, il y a une vraie diversité dans la représentation des flics au cinéma et à la télé, et que c'est vrai que ce truc qui se développe dans ces dernières années, c'est cette volonté de réalisme social plus que de s'intéresser aux intrigues elles-mêmes. Manon ? Ouais, moi je voulais faire une précision parce que j'ai l'impression que tu as été assez franco-français là, focus plutôt franco-français. Mais en fait, tu peux quand même assez facilement transposer, mais oui. Mais moi je me suis un peu renseignée du côté des États-Unis. En fait, je pense qui explique beaucoup toute l'avalanche de séries policières qu'on a eues et la façon dont est représentée la police à l'écran aux États-Unis, c'est qu'en fait en 1924, le chef du NYPD, il écrit lui-même. En fait, la police était complètement impliquée dans l'écriture des films et des séries policières. C'est le chef du NYPD qui écrit lui-même le scénario d'un film policier muet, dans lequel c'est son département Cal Borol forcément. Après, il y a le directeur du FBI qui était sous l'impulsion de Roosevelt pour un peu redorer le blason de la police. Il participe directement à la réalisation cette fois de films et de feuilletons aussi radiophoniques sur le sujet. Et au moment où la généralisation de la télé, c'est le LAPD cette fois qui prend part à la création d'une série policière qui est mythique et qui est un peu, je crois, une des premières séries policières. Dragnet. Ah non, Dragnet, ok, pardon. Et en fait, chaque épisode commence par le film que vous allez voir est une histoire vraie. Et en fait, ces épisodes sont diffusés avec l'aval à chaque fois de la police, quoi. Et pour continuer en ce sens-là, moi, ce que j'allais dire, c'est que le côté genre qui a mûri, qui est passé de quelque chose d'assez ridicule, puis aujourd'hui, et qui a aussi été passé par la propagande, comme l'expliquait Manon, et aujourd'hui est quelque chose qui rentre dans le social, avec aussi le côté qu'est-ce qu'on fait de cette institution. C'est aussi un genre qui a mûri aux États-Unis, en tout cas après le 11 septembre, et avec les envies de sécurisation partout, et c'est quelque chose qu'on a vu au cinéma, mais à la télévision particulièrement, où en fait, et pas qu'aux États-Unis, ça oui, parce qu'en France aussi, honnêtement, et notamment, je trouve effectivement l'évolution de les derniers Jiménez, ou tu vois. Voilà, en fait, il y a eu une idée que il faut donner à la police les moyens d'arrêter les vrais bad guys, et que pour faire ça, elle a besoin de sortir du cadre. Ouais, et que le droit, c'est nul. Et que le droit et l'état de droit, c'est quelque chose qu'on peut plier quand la fin justifie les moyens. Et c'est ce que raconte Bac Nord, pour le coup. Voilà. Bon, alors. Et Bruno Retailleau, malheureusement. Mais bon. C'est un peu la même chose. On n'est pas le bienvenu dans ce Pourquoi tu ramènes le nom de gens comme ça qui me hantent ? Parce que je me suis rappelé qu'il avait dit des trucs, des grosses dingueries sur l'état de droit, et qu'il avait dit que les violences policières n'existaient pas non plus. Ce qui est quand même un truc. J'adore que Bruno Retailleau pousse Laurent dans ses retranchements. Mais pour revenir sur un peu notre trame par rapport au focus, il y avait la question on va peut-être parler d'abord évidemment de la propagande avant de parler des personnages. Je pense parce que ça va dans le contexte historique. Les personnages, honnêtement, Laurent, on a déjà fait un bon voilà. Il y a peut-être un élément qu'on n'a pas soulevé, qui est qu'effectivement c'est
excessivement masculin comme représentation et qu'on a assez peu de personnages féminins. C'est assez récent et dans la série beaucoup. Ouais. Et Mars Express dont nous parlait Charlie par exemple, on est un exemple, mais effectivement dans les séries, dans Engrenage, le personnage c'est un personnage féminin. Et d'ailleurs il n'y a pas d'homme dans leur équipe puisqu'il y a une femme et un robot. Dans Mars Express t'as raison, ce que je veux dire, dans Engrenage il y a un robot quoi. mais Lorberto, l'enquêtrice est une femme, mais voilà. Sinon effectivement tu voulais aller sur. En fait je vais reprendre ce que tu disais. C'est un genre masculin parce que c'est un genre qui implique une physicalité qu'on attribue au stéréotype de genre masculin, donc gros muscles. Non, mais même quand ils sont giga smart, c'est quand même des hommes. Qui se salissent pas les mains. Bah oui, c'est ça. Donc, c'est marrant parce que moi, ma référence policier, c'est vraiment les experts pour le coup. Et donc pour moi, c'était vraiment le policier qui vient avec, l'intellect et la ruse. L'enquête, ouais, mais ça reste dans les experts. Les trois acteurs principaux dans les experts qui portent, c'est des hommes. Horatio Caine avec ses lunettes, Gary Sinise et celui de Las Vegas. En fait, la devise des policiers à New York, c'est protéger et servir. Quand on parle de police, on pense à l'ordre et la morale. Quand il y a des mots qui sont très intenses et qui sont porteurs de beaucoup de sens parfois contradictoires qu'on appose sur cette institution, plus encore que sur toutes les institutions de l'État, au-delà même de la justice, de l'armée, de plein d'autres choses comme ça. La police, c'est quelque chose dans lequel on met tellement de fantasmes et d'idéaux que du coup c'est très facile de les salir, ces idéaux, et c'est très facile aussi de vouloir les garder en fait, toutes les séries policières, quel que soit leur prisme, on va avoir un moment où le flic doit se poser la question de est-ce que on n'est pas aussi pire que les méchants si on fait ça. Et c'est la tension qui est permanente dans ces fictions là. C'est on imagine une scène d'interrogatoire, imaginez un méchant et un flic, j'allais dire un gentil, un méchant et un flic, et le méchant le provoque, donc le flic il est sur le point de lui le bastonner, puis il se dit non. Faut pas que je fasse ça, on n'est pas comme ça ici, on est une institution. Et toutes les séries de flics essaient de montrer ça comme ça, mais finissent par les montrer quand même. Je vous invite à regarder un épisode de John Oliver sur les violences policières. John Oliver qui est un journaliste et talk-show américain qui... Il est pas journaliste, lui. Lui, il est pas journaliste, il est humoriste. Donc c'est vrai que tu as raison de faire le distinguo, mais il travaille avec beaucoup de journalistes et ses émissions sont très documentées. Et il a montré, il y a des gens qui ont fait des études sur le lien entre les violences policières et les violences policières montrées à l'écran pour les normaliser dans les séries télévisées qui parlent de flics, où il a fait une espèce de montage de plein de scènes où il tabasse et il frappe et il tue, et comment est-ce que ça s'est joué souvent sur le ton de la rigolade et de la légèreté, et pas dans des comédies. Oui, j'allais dire, mais ceci dit, pas que, parce que tu vois, une série comme The Shield par exemple montre des policiers vraiment ripoux sans en faire et alors il y a aussi mais ça c'est plutôt oui, mais les séries violence. qui sont le plus vues, c'est NCIS. Oui, bien sûr, c'est genre Hawaii Five-O, c'est ce genre de séries qui sont pas du tout comme ça, et ça crée un malaise. Et t'as mentionné Brooklyn Nine-Nine, qui est une comédie par des gens plutôt libéraux américains, qui est franchement une super série. Qui est une super série de comédie que Yuri adore. S'il était là, il en parlerait pendant des heures. Et cette série, ils ont eu un problème qui est que leur dernière saison, elle a été tournée pendant 2020 et pendant les manifestations qui ont suivi l'assassinat de George Floyd. Et c'était un peu ok, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On est une série qui est hyper, attention, j'utilise un mot qui veut rien dire, woke. Qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on ait des flics on fait quoi? Et ça a donné une saison un peu le cul entre deux chaises, où ils essayent d'amener des intrigues liées à ça et de les traiter de manière un peu socialement consciente, mais ça fait un entre-deux très bizarre. Je crois même qu'ils avaient tourné déjà la saison 8 et ils ont tout jeté à la poubelle pour la réécrire et parce qu'ils se sentaient mal à l'aise, parce que le mot entièrement de écrit, je crois, et non réalisé. Je crois qu'il y avait quelques épisodes qui avaient été réalisés. Carrément, parce que le mot de propaganda était partout à ce moment-là. Propaganda, c'est un mot valise entre cop qui veut dire flic et propagande, et parce que les gens ont commencé à réaliser que en fait, comme tu le disais, plein de séries sont financées par la police ou l'armée, et que en fait elles légitiment et normalisent des comportements qui ensuite font qu'on les voit dans la vraie vie. Mais en même temps, je veux dire, je disais tout à l'heure les séries France Télé ou TF1, mais peut-être plus principalement France Télé. On est quand même, c'est-à-dire que on est la série de base, c'est deux policiers qui enquête. C'est-à-dire c'est un meurtre et voilà ce qui se passe. C'est un meurtre et voilà ce qui se passe, et en général c'est deux policiers que tout oppose, etc. Oui, mais je veux dire, du coup, les héros de base de la fiction française aussi, ce sont aussi des flics. Donc effectivement, et qui sont pour le coup rarement présentés comme des personnages même ambigus.
Mais en fait, HPI par exemple, ça reste quand même très cute quoi. Genre, oui. Même si HPI, elle est pas policière, mais elle travaille avec des. C'est un trope très classique de série policière du type qui n'est pas flic et qui vient. Oui, c'est Sherlock Holmes. Mais en vrai, du coup, c'est Mentaliste, Light to Me, HPI. C'est les consultants, les fameux consultants qui peuvent agir en marge des règles. Dexter, il est pas policier, il travaille avec la police et il tue des gens à côté. Mais c'est aussi genre une profession représentée depuis toujours et qui jamais ne perd de mode. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de séries hospitalières et tout, mais avec c'est-à-dire que des fois la mode passe un peu, mais alors les flics depuis toujours et jusqu'à maintenant, c'est genre le personnage de fiction. Parce que c'est tellement simple de raconter une intrigue qui va réussir à tenir des gens sur des histoires policières de meurtres, etc. que en fait, puis tu peux faire quelque chose de très manichéen. Tu peux dire si quelqu'un est mort et qu'il y a un assassin, il n'y a pas de négociation à avoir sur est-ce que l'assassin il est méchant ou il est gentil. Donc tu peux avoir l'analyse. Franchement, le spectre de tous les genres qui peuvent exister dans le policier est fou parce que c'est pour le coup un genre très codifié. On a plusieurs fois dû parler ici de genres de cinéma qui sont en fait plus des prismes et des intrigues que des genres. Le genre du policier est très codifié. Il y a un policier, on le suit sur une enquête qu'il doit résoudre. Tout à fait. Sur le terrain ou derrière un bureau, mais en tout cas qu'il doit résoudre. Et malgré ça, le nombre de sous-genres dans le policier est tellement pléthorique qu'on en vient nous-mêmes à essayer de démêler qu'est-ce que c'est un film ou une série policière au-delà du fait qu'on suit un policier. Surtout que rentre dans les séries policières des gens qui ne sont pas policiers, tu vois. Oui, déjà. Et puis j'allais dire, si on prend par exemple les films de Fincher, Seven, c'est un film avec des flics, mais en fait c'est un film de serial killer. Zodiac, c'est des policiers qui n'arrivent pas à faire leur travail parce que ça se passe dans plusieurs états, et que du coup ils n'arrivent pas à traquer le Zodiac. Et finalement c'est un caricaturiste qui reprend l'enquête. Donc il y a aussi plein de manières de contourner ça. Mais là dans ce que vous dites, il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est un genre qui de fait est en confrontation directe avec les modèles sociaux, la représentation qu'on se fait du policier à un instant T. C'est quand même quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années. Est-ce que vous avez l'impression que les fictions policières se sont adaptées, on va dire? Alors je pense à Antidisturbios par exemple, qui a été cité, qui est une série espagnole qui pour le coup effectivement prend complètement ça à sa charge. On parlait de on va dire l'inverse avec des films comme Bac Nord, on va dire sur un versant politique très différent. Vous avez l'impression d'une modification entre guillemets de la fiction, du rapport de la fiction? Tout petit peu, je pense quand même, et notamment, mais si je trouve que c'est pas un bon film, Dossier 67 se pose un peu plus cette question, mais c'est un des premiers, mais je pense qu'en fait, les images de bavures policières qui parviennent aux citoyens, c'est super récent. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, on n'avait pas du tout accès à ces images-là. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et donc, en tout cas, on les regarde autant depuis 5 ans. Ouais, et donc je pense qu'il va falloir laisser un tout petit peu plus de temps au cinéma. Oui, parce qu'on parlait d'Ousekine a été cité, par exemple, il y a une série récemment. Mais Ousekine, on n'a pas d'image de Ousekine. Ah bah non. Et donc du coup, je pense que c'est ça aussi. Il n'y avait pas encore Snapchat à l'époque, c'est pour ça. Le Snapchat français, toujours le meilleur Snapchat. Non, et je pense que c'est pour ça. Non, mais voilà. Bref, je fallait faire la dédicace parce qu'ils sont vraiment très créatifs. Je pense que ça va un petit peu changer parce que justement notre rapport aux images, aux violences policières change progressivement et que maintenant c'est quand même difficile de se poser, enfin de ne pas se poser la question. Après, je pense qu'il y a aussi un truc de société, c'est-à-dire que les Français, les Américains, on est très focus sur les individus, etc. Et je trouve qu'on a vachement de mal à analyser toujours les structures en fait opérantes derrière tout ça. J'ai l'impression que c'est The Wire qui l'a fait en premier. Et j'allais dire Engrenage, et c'est beaucoup moins bien que The Wire, mais Engrenage, d'une certaine manière, je trouve raconte quand même la confrontation entre les différents systèmes, l'IGPN, etc. Donc le fait quand même. Je fais un micro-lien avec notre focus sur le fait que les cinéastes français, leurs scénaristes français passent trop de temps chez le psy. Ouais, non mais voilà, effectivement. Et je trouve qu'en fait, typiquement, quand tu regardes le cinéma coréen, c'est un cinéma qui dissèque la police beaucoup plus en termes d'institutions et de structures, beaucoup plus que les Français et les Américains, et notamment dès les années 2000, Memories of Murder te montre justement l'incapacité justement des flics avec la bureaucratie, etc. Enfin, il y a un travail structurel qui est beaucoup plus fort, et je trouve que eux, ils sont presque plus alignés là-dessus, mais parce que je pense que c'est un modèle de société qui est plus habitué à je pense, disséquer tout ça. Et qui arrive dans Memories of Murder à faire un vrai film d'enquête et de flics, tout en dénonçant quand même effectivement genre la violence de la police, tout ce que j'ai l'impression que aux États-Unis ou en France on n'arrive pas à faire. En fait, c'est soit l'un soit l'autre, quoi. Soit on pourrait citer Sicario peut-être. Peut-être, ouais. Mais je pense qu'il faut aussi se garder en tête que les pays où on est d'accord dans la société sur le fait que les institutions sont corrompues, on a moins de mal à les analyser comme institutions plutôt que comme individus. Je pense à mon pays, le Maroc. Nous, il n'y a pas de doute. En fait, c'est même une blague sociétale. Le côté les politiques et la police sont corrompus. Donc, donc déjà on fait front. Et donc, quand il y a des fictions à la télévision, même la télévision d'État sur des sujets sociétaux comme ça, c'est jamais les individus. Et au contraire, ça va plutôt montrer que c'est l'institution qui corrompt et qui a tendance à recruter des gens qui ont une prédisposition
par leur éducation et leurs opinions à faire certaines choses, et ensuite on va te montrer l'individu dans la structure qui est problématique et qui lui essaie de se dépatouiller là-dedans. Tandis qu'effectivement, comme tu le dis, on parle beaucoup plus des individus quand t'es en France et aux États-Unis, parce qu'il y a aussi une question individualiste et d'exceptionnalisme en fait. On peut pas en tant qu'États-Unis avoir un état problématique. La métaphore qu'ils utilisent tout le temps, c'est qu'on a des mauvaises pommes. Si t'as 2-3 mauvaises pommes dans un panier de pommes, tu jettes pas le panier, tu jettes les pommes. Alors que au Maroc, on dirait plutôt, est-ce que tu prends le risque de manger une pomme pourrie? Si tu sais que t'as genre 2 pommes pourries dans 100 pommes, bah non, tu jettes le panier de pommes et tu recommences. Game de maths, là. Ouais, là, c'est bien compliqué. Genre à 100 pommes. Je pense que t'es allé un peu loin sur ta métaphore. Non, mais je pense qu'il y a vraiment un truc, je pense, si en France et aux États-Unis, on n'a pas encore la capacité d'admettre, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'adore la France et j'adore sa police. On a un peu une incapacité, surtout Bruno. Si on a peut-être une incapacité à se dire que c'est une systémique. Et d'ailleurs, quand on dit systémique, tu sens que les gens, ils se tendent. Ah bah, moi j'ai entendu islamo-gauchiste quand t'as dit systémique. Direct. Je suis parti, genre, bim. L'islam est un système aussi, mais on parlera de ça un autre jour. Mais tu vois, on a du mal à voir système et à faire système parce que ça sous-entendrait que c'est nous tous. Oui, et c'est pour ça que je pense qu'une série, je reprends le cas de Brooklyn Nine-Nine parce que je le trouve assez intéressant sur ce sujet-là. Et tu vas me permettre une transition. Parfait. En fait, ils sont dans une impasse parce que même en réécrivant à l'aune de Black Lives Matter leur série, en fait, la façon dont leur arène déjà c'est plus en fait un show de bureau, enfin une série de bureaux finalement. C'est office drama mais voilà complètement. Police, et puis en fait c'est hyper woke, ils ont pas le droit d'utiliser leurs armes. Enfin on montre jamais d'homophobie, jamais de violence. Je crois qu'il y a un épisode qui montre une arrestation complètement abusive. Mais du coup ça fait que en fait, ils soutiennent cette thèse de c'est une brebis galeuse et c'est pas un système. Et en fait, leur arène, elle est, je pense, impossible. Ils vont pas pouvoir réécrire la série pour justement embrasser ces questions de violence systémique, quoi. Quelqu'un qui fait très bien ça, c'est par exemple Shonda Rhimes, et on voit ce Shonda Rhimes dans ces séries. Elle montre le côté systémique et elle montre que des médecins, quand ils ont atteint le degré maximal dans la structure sociale qu'ils peuvent avoir, un médecin qui gagne très bien sa vie, qui a sa Porsche, qui machin, s'il y a un contrôle au faciès d'un flic sur l'autoroute, il va juste ça va être une personne racisée, ça va pas être un médecin super stylé. Et il y a plein de choses comme ça dans les séries de Shonda Rhimes. Et elle en a une policière que j'ai jamais vue. Ah non, c'est sur les pompiers. 911 Non, Station 19. Ah, j'ai jamais vu ça. Moi non plus, mais je crois qu'elle questionne plus ça. Mais ce que je voulais dire quand je disais transition, c'est qu'effectivement on en a parlé un peu comme ça, mais la vraie question de la comédie policière, parce que c'est un genre où de fait, alors là, Police Flash 80 se passe dans les années 80, donc ça distance forcément, mais de fait, il y a une espèce de tension inhérente qui fait que est-ce qu'on rend sympathique des personnages de policiers, la violence, etc. ou pas? Comment on se situe quand on fait une série policière sur cette question de la représentation du personnage? Je pense qu'un peu, forcément, on les rend sympathiques. Moi, je me demande quand même si le côté, on va pas un peu les tourner en ridicule, et genre, typiquement, Ellis Guy dans les années 1900, enfin, 20e siècle. 1890. Faisait déjà ça. Je me demande s'il y a pas quand même un espèce d'inconscient on sait, en fait, au fond, que cette institution est violente, et du coup, on s'amuse un tout petit peu dans un espèce de délire cathartique à les tourner en ridicule parce que ça permet de récupérer un pouvoir qu'on n'a pas forcément dans la société. La police, c'est l'institution par excellence qui représente le pouvoir. C'est vraiment le bras armé de l'État, tu vois, techniquement, ils ont le monopole de la violence légitime de l'État, tu vois. Et donc, les tourner en ridicule, c'est tourner en ridicule l'État, etc. Et donc, c'est un truc forcément très classique et très cathartique. Donc, faire des comédies où les policiers sont un peu les dindons de la farce, c'est évidemment pour ça que ça a été un des premiers trucs qui a été fait, quoi. Ça me surprend pas. Après, sur les personnages, t'es pas forcément tourné en ridicule, mais juste, il y a un aspect, entre guillemets, un peu comique. J'avoue que j'ai l'impression qu'en fait, ça, c'est un peu inhérent au cinéma de manière générale, où tous les genres vont être repris de manière un peu comique, d'une certaine manière, et le film policier étant un genre, ça m'étonne pas trop. Ouais, mais tu vois, tu vas rarement faire un film de tueur en série avec un tueur en série rigolo. La comédie policière, c'est quand même, je suis pas en train de dire que les policiers sont des tueurs en série, toute l'arène du commissariat qui est marrante, en fait, à parodier, parce que il peut y avoir aussi plein de gratte-papier, tu peux en faire des comédies de bureau et puis si t'es un mauvais enquêteur, de fait c'est drôle parce que tu vas pas réussir à arriver à la conclusion. Jusque-là, parce que dans la comédie policière, t'as beaucoup aussi de policiers charmeurs, en fait, et notamment tu vois dans le flic de Beverly Hills. Non mais c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes? Le flic de Beverly Hills, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le flic de Beverly Hills, c'est un mec, c'est une comédie parce que c'est marrant, parce que le personnage principal c'est Eddie Murphy et
que il est fun, il est pas de la manière dont on s'imagine un flic, et donc il fait un peu des vannes, mais en même temps il est un peu cool. C'est un peu un cool kid des années 80 qui fait de la police, tu vois. Et donc, on le représente, et donc c'est ce qui crée un peu un décalage par rapport à l'image qu'on a de la police, et c'est ce qui crée un peu les trucs marrants. Et c'est un mécanisme qui est assez classique en fait dans la comédie policière aussi, qui est pas forcément un truc qu'on va les tourner en ridicule, au contraire, tu vois, genre comment dire, justement dans le flic de Beverly, Axel Foley dans le flic de Beverly, c'est pas un personnage qui est ridicule du tout, c'est-à-dire qu'à la fin il finit par choper les méchants, et on est dans un truc qui est pas seulement de la comédie policière qui va chercher à se foutre de la gueule des policiers, et typiquement Brooklyn Nine-Nine rentre un peu aussi dans le même truc que ça, c'est-à-dire que pour moi ils sont un peu ridicules, ils font un peu les cons, il y a un truc un peu plus bête que même encore mais ils ont un bon fond. Voilà, mais ils ont un bon fond et machin, et ils veulent faire les choses bien et tout, et donc c'est vrai que c'est quand même pas tout à fait la même connotation et la même couleur que les flics gogol qui font de la merde, tu vois. Ouais, mais tu vois, je suis en train de réaliser un truc, c'est pas forcément de la comédie, mais je pensais à Monk qui est un peu entre les deux, où de nouveau c'est un personnage qui n'est pas policier, qui vient aider des policiers. C'est qu'en fait, quand même, effectivement, le modèle qu'on a le plus vu récemment en série, c'est des policiers et un personnage, on disait extérieur à la police, et c'est toujours ce personnage qui est vachement plus smart, et la police, ils sont rigides, ils sont cons, et sans une femme de ménage, un profiler, un mentaliste, ils sont du père, quoi. Ouais, mais c'est quand même des héros, et je pense que moi c'est un truc que j'ai pas assez vu en France, et du point de vue français c'est vraiment un film ou une série qui a un vrai succès et qui remettent en question justement la police en tant que système. Moi je dirais Engrenage, parce que pour moi la conclusion de Engrenage de la dernière saison, c'est quand même voilà. Et ça a existé, parce que typiquement quand tu regardes Arsène Lupin ou quand tu regardes Fantomas, alors c'est pas des trucs qui sont sur les flics, mais ça montre en fait les policiers comme justement un peu incompétents et un peu nazes, et donc du coup mais c'est pas la même chose. Oui, mais c'est plus speed que ça. C'est-à-dire que moi par exemple, dans ma vie j'adore l'aventure, et je pense qu'il y a une vie où j'aurais pu être flic, mais je suis pas, parce que étant noir, je pense que voilà, ça n'est pas dans mes prérogatives, et je pense que c'est des trucs où il y a vraiment ce prisme là en fait, où pour moi dans les séries et les films de policiers en France, il y a encore une certaine hypocrisie, aussi parce que je pense que c'est des réflexions qui nous sont arrivées en même temps que les images de violences policières, c'est des trucs qui sont arrivés en fait. On va mettre très souvent des personnages tu vois noirs, arabexards dans les rôles de policiers. Il y a des flics beaucoup. Oui, je sais. Oui, mais je trouve que c'est devenu un non-sujet, c'est ce truc un peu universaliste qui pour moi est genre très très hypocrite. Non, parce que moi ça m'est déjà arrivé par exemple de me faire arrêter avec des personnes qui n'étaient pas noires, et je m'éloignais de la scène de crime entre guillemets, et on m'a rattrapé clairement les policiers pensaient que j'étais la personne qui avait tabassé l'autre personne, alors que je n'y étais pour rien du tout, au contraire je suis juste venu pour aider, et en fait moi je me suis déjà retrouvé face à ce genre de situations qui pour moi sont soit on va dire montré de manière très 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 caricaturale de la bavure, du machin, mais où il y a jamais cette espèce de perspective qui va de toute façon concerner de plus en plus de gens en France, puisque on voit bien que le pays il va dans une certaine direction vis-à-vis de la diversité. C'est celle-là aussi, en fait. La banalité, ce que tu sais, c'est la grosse bavure, mais en fait la banalité c'est un spectre. Ça part de juste un regard et ça va jusqu'à un flic qui tue un homme noir dans la rue. Il y a Les Misérables quand même, par exemple, qui parlent de ça. Non, de la qui parle de ça. Mais Javert est un policier lui-même. Tu vois, qui parle un peu de ça, où justement, en fait, c'est comment des flics qui sont globalement des mecs pas très recommandables se retrouvent au milieu d'un bordel. Ouais, mais même Les Misérables, j'avais trouvé ça un peu limité personnellement. Ouais. Oui, bah alors, oui. Pour avoir vécu à Clichy-sous-Bois, pour le coup, j'étais... Engrenage, ça va vraiment pas te suffire alors. J'attends encore l'œuvre qui me... Dans ces canals. Pardon. Parce que même Dossier 137 qui veut s'attaquer aux violences policières, je trouve qu'il le fait quand même de façon très tiède et très mesurée, très à distance, et on observe quand même les deux côtés. Mais est-ce que tu peux montrer un film du point de vue de flic qui est fondamentalement contre l'institution? Je ne sais pas. Non, aussi parce qu'en fait, à chaque fois on met en scène des flics dans des films et des séries, on n'a que leur point de vue. On n'a jamais les points de vue des victimes ou des dommages collatéraux ou des gens qui ont été accusés à tort. C'est ce que fait The Wire, par exemple. Moi, je pense que voilà, si on peut avoir le point de vue de la police, parce qu'il y a quand même énormément c'est quand même un corps de métier où les gens se suicident vachement, où ça va pas, et donc cette espèce de descente aux enfers d'un personnage qui débarque de sa campagne pour aller casser des noirs dans le 93 et qui se rend compte qu'il y a un autre truc derrière, c'est quelque chose qui est une histoire complètement possible en fait. Et même sans aller du tout, je pensais, on parlait de Indomptable
incroyable de Angie Joll tout à l'heure. Pour le coup, c'est un personnage où on sent vraiment la tension très forte entre les règles qu'on lui impose et lui, son vécu, son point de vue, et le terrain. Et le terrain, et le film raconte vraiment cette tension-là quand même. Mais dans un pays où on part du postulat que l'élite est corrompue et que donc, pour moi, ça rejoint ce que disait Félix tout à l'heure. Pays que tu peux peut-être citer. Mais en fait, le problème, c'est que c'est adapté d'une histoire dans un pays et le film se passe dans un autre et je veux pas confondre les deux. Le film se passe au Cameroun. Oui. Voilà, mais c'est adapté d'un truc de Côte d'Ivoire, je crois. Ouais, ça, c'est Abidjan. Ouais. C'est exactement ça. C'est dans ce sens-là. Je voulais juste pas faire l'inverse. Mais tu vois, surtout que t'as dit tu pourrais le citer quand même, ce pays. Il pourrait être précise. Un peu. Quoi. Mais je comprends que d'un point de vue cinématographique et même pour une série, on va pas forcément chercher à trop salir gratos son protagoniste. C'est le même problème qu'avec les rayons et les ombres. C'est un peu le même problème qu'avec les rayons et les ombres et que je comprends la volonté d'être toujours un peu, au moins sans forcément les racheter, mais en tout cas essayer de les présenter comme des personnages humains et pas juste des fonctions. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Moi je pense que c'est globalement un problème qu'on a en France avec nos personnages, de vouloir les faire un peu trop parfaits. Moi je pense que les personnages les plus intéressants que j'ai vus, même les plus drôles dans des comédies, sont des personnages profondément imparfaits. Non mais sans être parfaits, mais tu vois quand même quelque chose pour les racheter. Tu vois, sinon j'ai peur que cinématographie. Mais encore une fois, justement, c'est ça que je trouve, ce qui me manque, c'est que c'est pas juste le personnage, c'est la question du système. Tout à fait. C'est ça qui parce que le truc sur le personnage du flic français, on l'a vu dans toutes les sauces. Mais ça, Félix l'a dit. Désolé, j'arrête. Non mais ça Félix l'a dit, c'est un truc qu'on voit moins en France, quoi. Est-ce qu'on peut finir en chantant la Marseillaise? Si tu dis Maréchal, nous voilà, on va avoir les de la Vous police. êtes malade. Moi j'allais dire dans Brooklyn Nine-Nine la scène sur les Backstreet Boys. Wow. Did my way. Tell me why. And nothing but a heartache. Tell me why. Ça suffit. Je voulais faire. Désolé. Now number 5. Je vais vous dispenser des films sur la police que vous pourriez citer parce que moi je l'ai déjà cité, c'est Alarme Fatale. Non mais surtout il n'y a pas d'autres films. Entre Memories of Murder et genre les films Alain Delon hyper horribles. On est trop paumés. Ah, c'est génial. Les 21 Moi j'aurais cité ça si tu m'avais demandé. Et bah je te le demande. Vas-y, citez alors. Il y a Félix. Blind Spotting, un super film un peu là-dessus, et un documentaire de David Duchesne dont je parle régulièrement, qui s'appelle Un pays qui se tient sage, qui est pas un documentaire parfait, mais qui justement a le mérite de prendre des vraies images de bavure et de mettre des policiers, enfin de les confronter directement. Donc hyper intéressant. Laurent, Alarme Fatale, désolé, sans transition entre Un pays qui se tient sage et Alarme Fatale, c'est un peu rude. Charlie et Rita, du coup, vous voulez citer quelque chose? Mars Express. Le problème, c'est que moi, je pense à un film documentaire sur les violences policières dans le 93, mais je n'ai plus le nom ni le réalisateur, parce que c'est un truc que j'ai vu quand j'étais à la fac, c'était maintenant il y a 10 ans. Tu m'envoies la référence pour la semaine prochaine et je citerai le film. Moi, je citerai deux choses. Je citerai Serpico parce que, comme souvent, je me retrouve à citer Ciné Lumet. Et ensuite, je citerai tous les jeunes garçons qui filment avec leur téléphone ce qui se passe dans nos rues. Et très bonne conclusion. On va maintenant Backstreet Boys, en tout cas. Enchaîner avec, et le titre du coup, They Will Kill You. The Virgil was built in 1923. Today, it's one of the most exclusive buildings in Manhattan. Hi, I'm the new maid. With such wealth comes the expectation of the highest. Donc dans The Will Kill You, une jeune femme doit survivre toute une nuit au Virgile, le repère mystérieux d'une secte démoniaque qui se révèle rapidement être un piège mortel. Les adeptes, eux, comptent bien faire de la malheureuse leur prochaine offrande. Charlie, ce n'est donc pas le meilleur film que tu as vu cette semaine. Non, c'est un film que j'ai trouvé très bizarre en fait. Je m'attendais. Bon, après, on me l'a un peu vendu comme une espèce de Kill Bill nouvelle génération. Où je me suis dit faire un peu attention parce que Kill Bill c'est quand même. Ouais, mais j'essayais de pas trop me focus là-dessus. Ouais. Mais je me suis dit bon, un film un peu drôle où ça défouraille, ça peut être cool. Et en fait, ouais, il y a une espèce de truc un peu bizarre où justement il y a une espèce de réalisation un peu à la comment il s'appelle ce réalisateur anglais, Guy Ritchie. Ouais, un peu à la Guy Ritchie, enfin qui se veut un peu héritier de Guy Ritchie. Moi le premier qui m'est venu en tête, c'était Ken Loach et ça aurait pas dû être la même chose. Non, vraiment pas. J'adorais voir cette version du film. Et je trouve que c'est pas vraiment abouti, c'est-à-dire que je trouve qu'on s'attache jamais vraiment au personnage. Je trouve que les moments où ils font des espèces de petites ellipses pour nous présenter des informations sur l'histoire
c'est toujours un peu osef. Il y a jamais vraiment de petits détails un peu sympas. Justement, ce qui fait un peu le charme de Kill Bill, c'est les petits commentaires de la mariée, un peu genre elle était habillée comme une méchante de Star Trek. C'est des petits détails qui font que les personnages sont un peu croustillants, et j'ai l'impression que ce film, il se veut un peu de cet héritage-là, et qu'il ne va jamais vraiment complètement au bout de ça. J'ai trouvé un peu de hardcore Henry dans le film. Non pas que le film soit filmé à la première personne, mais il y a vraiment beaucoup de références, on va dire, vidéoludiques dans la manière dont c'est filmé, notamment le travelling horizontal qui fait un peu penser au jeu de combat, au beat 'em all à l'ancienne. Et même là, je trouve on l'a déjà vu dans Old Boy en plus. Hein. Exactement, et je trouve que ça manque de fun en fait. Je trouve que le réalisateur s'amuse pas assez avec ça. Kirill Sokolov. Je cite le nom du réalisateur. Ouais, mais je ne me risquerai pas à le prononcer. Et en fait, je l'ai peut-être écorché. Je compte sur toi pour le faire à ma place. Désolé. Et en fait, je trouve ça dommage parce que le film partait vachement bien. Donc c'est un peu l'histoire de cette femme, c'est de comprendre pourquoi elle se retrouve dans cet hôtel qui est géré par des suppôts de Satan, véritablement. Et en fait, dès le début, il y a une espèce de twist, de mini-twist que je ne citerai pas sur après qu'elle ait buté beaucoup de monde. Et j'ai pas trouvé ça hyper intéressant pour le film. Moi, ça m'a pas du tout hypé, cette espèce de twist-là. Et du coup, je trouve qu'à partir du moment où il y a ce truc-là, le rythme du film est très bizarre. Il y a un moment où je pensais que ça allait être le milieu de film, mais en fait, finalement, c'était un peu la scène finale. Donc, j'ai pas trop compris, en fait, le déroulé du film. En fait, la chronologie du film, je trouve, est très bizarre. La façon dont on passe de scène en scène, je la trouve très indigeste. J'ai pas passé un mauvais moment non plus. Je dirais pas que c'est un film à mettre en VF comme on a l'habitude de le faire pour les bandes annonces. Les très très grosses bouses. Mais j'ai pas compris. Il y a un truc je suis resté à la fin du film, j'étais genre Okay. Qu'est-ce que j'ai vu? Mais on dirait le même pitch que le film de Zoé Kravitz l'année dernière. Sur l'île, là, non? Ah, ça, j'ai pas vu. C'est plus un mélange entre, j'allais dire vite fait Get Out, mais en fait, le côté racisme et du déclat, c'est pas du tout exploité. Mais c'est un espèce de mélange entre Get Out et Ready or Not, qui s'appelle Nightmare Wedding, je crois, où il y a le 2 qui sort bientôt, là. C'est un truc que j'avais vu il y a quelques années, pareil pour. On dirait que tu l'as trouvé dans la rue, genre, comment t'en parles? C'est un peu ça, non, mais c'est une espèce de série B. C'est Wedding Nightmare. Wedding Nightmare, ouais, c'est ça. Où pareil, il y a une meuf, tu vois, qui est emprisonnée, des gens qui veulent la tuer, et ça part en huis clos survival. Ouais, bizarre ce film, hein. Franchement très bizarre, assez anecdotique en fait. En vrai, je sais pas à quel point je peux vraiment conseiller aux gens d'aller le voir. C'est un film qui s'inscrit dans une vraie tradition de la série B, décomplexée, un peu débile et assez comique en fait en vrai. Et ça a toujours tendance à me saouler moi, parce que j'aime quand les personnages sont vraiment incarnés, quand le concept est tenu jusqu'au bout, et je trouve que quand direct t'as un truc un peu rigolard, c'est dommage, parce que moi émotionnellement ça me met à distance. Mais il y a quand même des idées qui sont très drôles. Notamment, moi je vais le spoiler, je pense qu'on s'en fout. En fait, ils sont le pacte qu'ils font avec le diable les rend invincibles. Donc du coup, dès que tu tues quelqu'un, il se recoue la main ou je sais pas quoi, son corps se reconstitue. Et du coup, il y a tout un délire où en fait, elle coupe la tête d'une meuf et t'as son œil qui continue en fait à le suivre pour voir où est-ce qu'elle est, parce que c'est un grand hôtel, donc faut l'identifier. Et t'as plein de petits détails comme ça qui sont assez rigolos et je trouve bien trouvé, même dans le survival, la manière dont quand elle se blesse, il faut qu'elle s'enlève justement des trucs dans le dos, mais elle peut pas y accéder, donc elle coince dans une armoire, machin. Enfin, tu sens qu'il a réfléchi vraiment un côté assez, pour le coup, matérialiste de ces scènes de combat, que je trouve assez chouette, parce que très vite on peut tomber dans des chorégraphies qui à mon sens me semblent assez vaines. Mais le film n'exploite pas du tout son concept. Par exemple, il y a une idée qui est quand même assez rigolote, c'est en gros, donc c'est que des riches qui sont dans cet immeuble, et comme l'immortalité c'est chiant, chaque étage c'est un espèce de vis qui peuvent assouvir. Et ils font une blague sur le fait qu'il y a un étage baise où tout le monde ken, mais c'est tout en fait, ça s'arrête là, c'est-à-dire que tu vois pas les autres étages. Moi j'aurais adoré. Moi j'ai envie de voir cet étage. J'ai envie de voir la partie, on la voit un peu en plus. Moi je veux voir l'étage gourmandise. Mais voilà, moi j'aurais adoré voir les autres étages. En fait, à aucun moment il exploite ça, il pose juste cette idée et c'est tout, et ça s'arrête là. Je trouve que c'est pour ça que je me suis dit que le rythme était bizarre, c'est que peut-être que dans ma tête je m'attendais à voir d'autres étages avant d'arriver à la scène finale en fait. Quitte à jouer au truc jeu vidéo
vidéo un peu comme The Raid et le côté progression étage par étage, fais-le à fond et soit ludique ou même Snowpiercer avec le côté chaque wagon. Voilà, exactement. Et là, pas du tout. En fait, ils sont dans des espèces de couloirs entre les étages, dans le passe-plat, etc. Et du coup, ils esquivent en fait la structure de l'immeuble qui aurait pu être intéressant. Reste quand même certains designs de méchants assez étonnants. Le diable à la fin, il est incarné par un truc, je ne spoilerai pas pour le coup. C'est assez bizarre, c'est assez étrange. Donc, il y a des fulgurances comme ça, mais en vrai, ça reste quand même très mineur. Franchement, assez oubliable et anecdotique. Donc, si vraiment vous avez rien à foutre et qui grêle potentiellement à aller voir ce film, mais je pense qu'il y a mieux, à mon avis, à voir au cinéma. Allez-y, si grêle, c'est peut-être le truc le plus spécifique qu'on ait jamais dit aux gens. Voilà, histoire de vraiment les décourager. Et ben donc on vous encourage pas particulièrement à voir The Will Kill You, et c'est tout de suite l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et je commence avec une triple reco de ce que je comprends de Shrinking saison 3. Manon. Ouais, alors c'est hyper clair comment tu l'as introduit. On adore Shrinking, la saison 3 c'est terminé. Moi j'ai pas vu le dernier épisode. Peut-être que la saison 3 est un peu moins une reco que la série, mais vu que la série est une énorme reco, bon voilà. Mais c'est vrai que la saison 3, j'ai l'impression que Alice va partir à la fac depuis 3 saisons. Enfin je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui traîne en longueur, qui est très très long. Après, dans la saison 1, elle a genre 17 ans, bientôt 18. Donc c'est vrai qu'il serait peut-être temps qu'elle parte à la fac. Là, je trouve que ça attire un peu, mais peut-être parce que je regarde la série en temps réel et que du coup, il se passe beaucoup de temps entre chaque saison et entre chaque épisode. Et que je trouve que là, bon, forcément, leur processus de deuil avance, donc il faut trouver d'autres thématiques, mais je trouve que c'est pas les plus intéressantes. On est beaucoup sur la maladie de Parkinson de Harrison Ford, qui, moi, ne m'intéresse pas, même si ça a le mérite de montrer Harrison Ford qui vieillit à l'écran, ce qui n'était jamais arrivé avant, donc ça, c'est quand même rigolo. Un peu dans Blade Runner 2049. Et un peu dans l'horrible Indiana Jones 8, enfin je sais plus. 5, Laurent. 5 ou 4. Ça reste quand même un... 5. Le 4, c'est avec Shia LaBeouf. Donc voilà, donc ça reste une série vraiment jolie, vraiment drôle et qu'on recommande, mais voilà, ils avaient instauré un truc super, je trouve, couillu d'amitié avec la personne qui a tué la mère, que je trouvais vraiment hyper intéressant à explorer, qu'ils ont un peu arrêté en saison 3, c'est un peu dommage. Après un épisode et demi, enfin il y a un problème de structure. Ouais, il y a un vrai problème de structure dans cette série. Et t'as une reco collée. Et voilà, et j'en profite pour recommander une autre série de ce même créateur, Bill Lawrence, qui s'appelle Rooster, avec Steve Carell, qui parle aussi des relations père-fille. Donc moi, ça me chope toujours. Donc là, ça me chope. Je trouve que c'est un démarrage assez timide. Voilà, je trouve que le pilote est pas, ça t'emmène pas tout de suite, mais c'est Steve Carell. Steve Carell, il a jamais été, je pense, dans un projet pas bon. Donc voilà, moi je reste... The Office. Oh, waouh. Gratuit. Moi, je reste pour lui. Et on reparlera de Bill Lawrence, je pense, un jour. C'est un mec qui mérite qu'on s'intéresse de oui, à lui. En tout cas, c'est vraiment des recos quand même un peu mi-cuites. Bah, la saison 1 de Shrinking, je viens de la finir. Oui, mais là, on n'est pas sur la saison 1, on est sur la saison 3. Et je me tourne vers toi, Charlie, parce que tu veux nous recommander la saison 2 de Furies, la série française sur Netflix. Oui, moi, c'est un petit peu mon péché mignon. Pour ceux qui l'ont pas vu, Fury, c'était ce que je considère être une espèce de série de super-héros en fait à la française. Oui, ok. Plutôt super-héros Batman, non super-héros sans pouvoir, mais en gros qui raconte l'histoire de la voyoucratie parisienne qui dirige Paris, et bien sûr il faut quelqu'un qui est un peu la Suisse dans tout ça, mais qui passe beaucoup par la violence, qui est la Fury, qui va réguler en fait quand les barons du vice parisien dépassent les limites. Et c'est super intéressant parce que cette espèce de super karatéka vengeresse un peu à la Béatrix Kiddo dans Kill Bill est interprétée par Marina Foïs, qui est quand même un espèce de rôle à contre-emploi. J'avais beaucoup aimé la saison 1 et notamment la façon dont ils prennent des libertés avec Paris et ils arrivent à faire de certains endroits du quotidien comme le métro par exemple quelque chose d'un petit peu plus fantastique façon BD. Moi j'ai pas tout vu, mais effectivement il paraît qu'il y a quand même la création d'un vrai lore dans la série. Exactement, notamment il y avait un métro qui tourne en boucle dans Paris avec tout l'argent de la voyoucratie qui ne s'arrête jamais pour que l'argent ne puisse pas être chopé par quelqu'un et tout. Donc moi c'est des petites idées que j'avais adorées et c'est vrai que je trouve que la saison 1 je l'avais beaucoup aimé comme une espèce d'objet pop un peu débile, hein, ça va sans dire. Et cette saison 2 j'avais pas vu beaucoup de publicité, notamment même moi je me suis rendu compte 5 jours après qu'elle était sortie. Donc je l'ai vu en me disant bon, s'ils font pas trop de pub j'ai un peu peur. En plus ça fait que 6 épisodes comparé aux 8-9 épisodes de la saison 1.
Et finalement, je trouve que c'est un bon DLC. À la saison 1, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même les personnages. Alors, DLC, j'ai peur qu'il y ait quand même pas mal de gens qui laissent sur. Je vais te demander d'expliquer. On va dire que c'est une extension. DLC, ça veut dire downloadable content. Donc ça veut dire quand on achète un jeu, on peut acheter du contenu supplémentaire pour compléter le jeu. Mais parce que elle s'appelle pas d'ailleurs saison 2, elle s'appelle. Oui, Résistance. Et mais on retrouve bien les personnages. Je trouve qu'ils sont toujours là. Dès le premier épisode, j'étais embarqué. Après, je pense que c'est à conseiller vraiment si vous avez kiffé la saison 1 Et on peut pas regarder la saison 2 sans avoir vu la 1 Je ne pense pas. Okay. Parce que ça suit quand même. Et surtout, je pense qu'il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est que la saison 2 est réduite, mais la façon dont il nous amène une saison 3 fait que je pense que la saison 3 sera aussi grande que la première saison, ok. Donc je trouve ça assez malin d'ailleurs de faire une espèce de saison 2 un peu plus courte. Exactement, d'intermezzo entre Merci et Chiche, bonsoir. C'est une façon de faire des saisons auxquelles j'avais jamais pensé et que je trouve vachement maline. Après voilà, ça reste du contenu très popcorn. Je trouve que ça se voit peut-être ils ont un petit peu moins de moyens. Les scènes de combat sont peut-être un petit peu moins bien faites, mais c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver ces personnages qui ont quand même une assez bonne continuité. Et la saison 3 qu'ils ont annoncée te donne très envie. Te fait saliver. Et donc Furies qui est sur Netflix, et c'est tout de suite l'heure de la carte blanche où je vais du coup annoncer. Je vais me demander où sont passées les franchises dystopiques Young Adult. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Il y a quelques semaines, je me suis rematé l'intégralité de la franchise Young Adult, Le Labyrinthe, et je dois l'avouer, une tendresse sincère pour cette trilogie sans queue ni tête, au premier degré rafraîchissant, et dont seul le premier film respecte le concept de son titre. Mais ce revisionnage empreint de nostalgie m'a surtout amené à me poser une vraie question. Où sont donc diable passées les franchises Young Adult ? Quand je dis Young Adult ou YA, je pense principalement au trio de têtes des dystopies adolescentes, donc Hunger Games évidemment, sa petite sœur Divergente et son pendant masculin, Le Labyrinthe. Et premier constat, cette ère du Young Adult aura en réalité été excessivement courte. Les Hunger Games sont sortis entre 2012 et 2015, les Divergentes entre 2014 et 2016 et les Labyrinthes entre 2014 et 2018. Mais sans l'accident de tournage qui a frappé le comédien principal, le dernier opus serait sorti en 2016. On peut donc considérer que l'ère du Young Adult n'aura duré que 4 ans, de 2012 à 2016. Mais pendant ce court interstice, on aura été, mais alors vraiment littéralement bombardé. The Mortal Instrument en 2013, Les Âmes Vagabondes encore en 2013, Sublime Créature toujours en 2013, et je pourrais continuer longtemps comme ça, jusqu'en 2016 avec par exemple la 5e vague, si quelqu'un s'en souvient ici. Le public cible de ces films, c'était nous, la queue de comète des millennials et le début de la Gen Z, une génération qui a grandi avec Harry Potter, est habituée au contenu sériel et qu'Hollywood voulait fidéliser avec une recette, des adaptations de romans récents et dont la notoriété n'a pas dépassé leur audience cible, des dystopies dans lesquelles un système oppressif broie la jeunesse et le plus souvent une héroïne forte qui se dresse contre l'ordre établi et va incarner l'espoir, la perspective fragile d'un futur moins sombre. En toile de fond, toutes les angoisses d'une génération, catastrophe écologique, inégalité socio-économique et surtout ce féroce sentiment d'injustice d'être arrivé trop tard, de devoir composer avec un monde en bout de course qui nous demande d'en payer le prix fort. À première vue, la jeunesse d'aujourd'hui est toujours et même plus que jamais concernée par ces thématiques. Alors pourquoi ces films ont-ils disparu de nos écrans ? D'abord parce qu'il y en a eu trop vite et souvent pas très bon, une saturation du marché, beaucoup d'échecs industriels et des critiques majoritairement négatives qui pointent du doigt la violence de ces franchises, et j'y reviendrai, leur esthétique interchangeable, leur message politique simplifié et aussi une certaine hypocrisie. Par exemple, Hunger Games met en cause la société du spectacle tout en étant le produit de l'industrie du spectacle. Divergente dénonce la pression de la conformité tout en étant un blockbuster standardisé. S'ajoute à ça des choix stratégiques discutables pour essorer les franchises phares. Les ultimes volets de Hunger Games et Divergente sont coupés en deux pour faire comme Harry Potter. Pari raté, le dernier Hunger Games fait le plus faible score de la saga et la conclusion de Divergente ne verra carrément jamais le jour. Hollywood change alors de stratégie pour miser sur des franchises déjà installées et donc plus sûres. C'est le début des univers attendus, les Avengers de Marvel bien sûr, mais aussi les animaux fantastiques dérivés d'Harry Potter, Jurassic World ou encore le retour en grande pompe de Star Wars avec une nouvelle trilogie et plusieurs spin-offs, des films qui ont l'avantage de s'adresser à un public déjà identifié et surtout beaucoup plus étendu, des enfants jusqu'aux parents.
Pendant ce temps-là, un autre phénomène arrive dans nos vies, le streaming. Les plateformes se multiplient et récupèrent le public jeune, mais elles aussi finissent par privilégier les contenus plus larges et fédérateurs. Résultat, moins de récits spécifiquement young adult, et ça concorde avec la fin des grandes séries adolescentes des années 2010. Mais alors, où migre ce public depuis 10 ans ? Eh bien, sur les réseaux sociaux, pour le coup, on s'arrache leur attention, dans les jeux vidéo qui savent leur proposer du contenu ciblé, et du côté de la japanime, les animés japonais, le plus souvent adaptés de mangas et qui ont aujourd'hui quasiment pris le monopole culturel de cette tranche d'âge. Résultat, le public jeune a déserté les salles de cinéma et quand il s'y déplace, c'est presque exclusivement pour voir des films d'horreur, les seuls qui s'adressent à eux, et des films dérivés des animés qu'ils regardent déjà. Et j'y vois là un point intéressant. Je vous disais plutôt qu'on avait beaucoup reproché aux franchises young adult leur violence, et vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait exactement le même procès aux jeux vidéo, aux animés japonais et bien sûr aux films d'horreur. On nous dit qu'ils banalisent la violence, qu'ils y habituent les jeunes, voire, allons-y carrément, qu'ils sont responsables de tous les maux de la société. Mais je crois personnellement qu'on se trompe de lecture, que ces récits, quel que soit leur médium, ne fabriquent pas la violence, mais qu'ils servent de soupape à décharger la pression dans un monde déjà violent. Je vais maintenant enfoncer une porte ouverte en nous rappelant que l'adolescence, c'est précisément le moment où on teste ses limites et où on se confronte au monde pour comprendre quelle place on y occupe. Et je crois que les franchises young adult proposaient une forme de catharsis de la violence, mais à dessein de renverser l'ordre établi, de questionner la légitimité de l'autorité, d'imaginer une alternative dans laquelle on ne serait non plus victime d'un système, mais acteur, voire stratège. Alors oui, c'était souvent simpliste, mais ça avait le mérite d'un peu bousculer son jeune public plutôt que de l'abrutir avec des blagues méta. Aujourd'hui, en se détournant de cette cible, Hollywood envoie un message clair. Le ressenti des jeunes n'est plus au centre des préoccupations. Et ça, c'est quand même bien plus inquiétant qu'un peu de sang à l'écran. Un jour, il faudra qu'on parle du fait qu'il n'y a plus de séries pour jeunes et qu'il n'y a rien pour le bien public sûr, jeune mais alors, aujourd'hui, en fait, dans un focus, parce que c'est gravissime. Comment t'expliquer que cette carte blanche aurait pu être un focus de 20 minutes sur le sujet, parce que j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais c'est une carte blanche et nous ferons un jour un focus sur effectivement pourquoi il n'y a plus de contenu pour les jeunes. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'y avoir participé, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et évidemment on se dit à la semaine prochaine.